Bonsoir et bienvenue sur la BDR TV pour l'émission Le Gonzo et Raven Show qui n'avait plus lieu d'exister depuis environ... Pourquoi il n'avait plus lieu? Parce que pendant 5 mois on était aux abonnés absents, petit con. Mais ça existait toujours, ça genre n'avait plus... Ah, ça n'avait pas... Bah oui, mais... c'est dur de On dire a ça. vu des films. Tu le vis mal là. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le live de la BDR TV. Bonsoir à toi, allez installez-vous. On va parler cinéma, on va parler pellicule, on va parler 4K, on va parler Super 8. On va parler 4K? Non, c'est pour les effets d'annonce, tu me casses les couilles. Bon, on est là pour débrief filmé. Pour parler de cinéma, bah oui, parce que le cinéma va mal et on veut vous donner envie ou pas d'aller voir des films au cinéma. Et donc pendant toute cette période... Alors pas que au cinéma, hein, attention, s'il y a des films, un film qui est pas au cinéma. Ouais. Heureusement d'ailleurs. J'aurais été vénère d'avoir payé pour ce film, mais je ne veux pas trop en dire. Tu voulais commencer par quel film? Moi je le sais. Le dernier, Black Adam. Le dernier. Le plus récent, parce que c'est vrai qu'on va parler de films qui sont sortis il y a un petit moment, qui sont d'ailleurs plus en salle, à part Black Adam qui est encore en salle, je crois. Hein. Je pense. Je crois que oui, je encore. sais pas. Ça fait longtemps. Je pense que oui. Il y était la semaine dernière en tous les cas. Oui, parce que c'est un gros truc. C'est un gros morceau. Voilà, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Alors, en vrai, maintenant qu'il y a Black Panther... C'est plus un gros morceau. Ouais. Il s'est fait éclater au box-office. Oui. Mais on va parler de ça tout de suite, je t'en prie. Je sais pas si tu as préparé les... À qui je parle. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui est derrière ce film et qui le compose? Et il compose ce film. Quels acteurs? Black Adam qui est sorti le 19 octobre au ciné, réalisé par Jaume Collet-Serra, mais je ne crois pas que ça se dit comme ça. Je pense que c'est peut-être Rome Collet-Serra. C'est un J? C'est un espagnol. Ah si, c'est Rome Collet-Serra. Voilà. Qui a réalisé donc La Maison de Cire. C'est son premier film. Avec Paris Hilton. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est assez drôle. Il a aussi réalisé Sans Identité. On l'a vu ou pas? Il a réalisé Non-Stop. Il a réalisé Night Run. Non. Et il a réalisé The Passenger. Non. C'est avec... Bonsoir Anaël. Bonsoir. Merci d'être sur la BDR TV. C'est un mec qui a travaillé avec Liam Neeson. 4 fois. Incroyable. Avec, on va dire... Alors, The Passenger, moi je l'aime beaucoup, mais je crois pas que tu l'as vu. Si tu l'as vu, le truc dans le train. Je m'en rappelle plus. Avec la dame qui joue dans The Conjuring. Oui, c'est ça. Oui, j'ai vu. Au cinéma. Il y en a un des 4 qu'on n'a pas vu. Frère de barbe, Anaël, comme nous. Ouais. Alors, The Passenger est plutôt cool. Night Run, on l'avait vu, on l'avait même débrief filmé. Il était sympathique. Je crois que c'est l'acteur qu'on a le plus débrief filmé. Et il y a encore des films à voir. Il faut qu'on le rencontre. Et je crois que c'est celui-là qu'on n'a pas vu ensemble. Je crois que tu l'as pas vu, film. Non, ça me dit rien. Dans l'avion. Mais déjà à l'affiche. Ouais, il est pas ouf. Ah, t'es un sale. Il est pas ouf. Franchement, dès qu'il y a Liam Neeson, c'est automatiquement la moyenne. Parce qu'il y a Liam Neeson. Incroyable. C'est là où tu le regardes, mais sinon il est pas ouf. Et Sans Identité, je crois que tu l'as vu, mais moi je l'ai pas vu. Ah oui, probablement ça. Mais ouais, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment qu'il est sorti. Ça fait longtemps. Donc voilà. Et il a réalisé dernièrement, avant le film Black Adam, Jungle Cruise avec The Rock ou Dwayne Johnson pour les intimes. Que je bats à la bagarre. Qu'il bat très bien à la bagarre. Merci. Donc scénarisé par Adam Stinkiel qui est un scénariste de comédie de Date Limit ou Scooby, le petit dessin animé, je sais pas si tu as vu, le petit dessin animé Scooby sur la jeunesse de Scooby-Doo. En fait, les scénaristes sont très bizarres sur le film. Donc il y a un scénariste, Adam Stinkiel, qui est un scénariste vraiment culte de comédie, et Rory Hain et alors attention, Shwab Noshirvani qui sont des réalisateurs des scénaristes qui ont scénarisé un seul film qui s'appelle Désigné coupable avec Tahar Rahim dedans. Et le film plutôt cool, tu vois, mais c'est un film sérieux parce que c'est tiré d'une histoire vraie et tout, c'est très sérieux. Enfin, la composition des scénaristes m'a étonné, je trouve bizarre, quoi, c'est assez chelou. Donc, au casting, Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Sarah Shahi, pardon, excusez-moi, Tessa Swindell, Marwan Kenzari, Bodi Sabongi. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais ça, on va dire que c'est les personnages qu'on voit le plus souvent, quoi. Oui, pour un film dont je vais faire le synopsis tout de suite. Si vous connaissez le DC Universe, il faut savoir qu'il y a plusieurs super-héros, mais il y a aussi des anti-héros. Et il y a parmi ces super-héros, un super-héros qui s'appelle Shazam. Je ne sais pas si on a débriefé Shazam.
Il me Je semble ne pas. crois pas, non. Qui est sorti au cinéma et qui est disponible, je crois, en VOD. Oui, ou alors Oui. il est disponible Je- sur la je- plateforme de Warner TV, mais qui a Non, Warner je TV? pense qu'il l'est aussi sur Netflix. Et C'est possible, c'est possible. l'antagoniste de Shazam est Black Adam. Alors Black Adam, c'est quoi? Donc c'est une origin story qui nous raconte l'histoire et la naissance de ce super vilain incarné par C'est The Rock. vilain. Parce que bon, c'est un film, c'est un peu à la Suicide Squad où finalement une figure qui est pas très sympathique est travaillée, etc. Mais ça, de toute façon, avec Killing Joke et compagnie, on a Ouais, l'habitude de c'est- faire en sorte qu'on apporte un Bird of intérêt. Prey aussi, hein. Oui, Bird of Prey. Bon, maintenant, on apporte un intérêt particulier aux antagonistes parce qu'ils ont aussi une richesse sur laquelle qui peut être exploitée au niveau du scénario. Et là, on arrive dans un film où on nous explique, grosso modo, et je vais pas faire plus pour le synopsis parce qu'on va pas vous spoiler, les origines de Dwayne Johnson, aka The Rock, aka, je sais plus du tout comment il s'appelle dans le film. Black Adam. Alors c'est. Non, le personnage qu'il incarne. Teth Adam. Tête Adam. Tête Adam. D'accord. C'est Tête Adam parce que je crois que c'est égyptien. Voilà. Et donc le film se passe sur. Alors vous avez la chronologie du film vous raconte des origines qui remonteraient, je pense, à l'Antiquité. Le début, ouais, et puis après, en fait, il y a des flashbacks au cours Voilà. du film. Ouais. En fait, il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui donne naissance à une légende qui restera endormie jusqu'à une époque contemporaine et qui dans revient une ville fictive, je crois. dans une ville fictive, dans un pays fictif Un pays, je m'en souviens pas, mais je sais que la ville, oui. qui a des liens plus ou moins éloignés avec ce qu'on pourrait géographiquement, ça se situerait au niveau de la Perse, Iran, etc. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Bon, moi, quand j'ai été voir ce film, je n'ai vu qu'un bout de bande-annonce. J'ai rien vu. Coucou Valou. Coucou. En plus, je suis rentré, j'ai dit bonjour Valou. On m'a dit elle est pas là. J'ai dit, Ouais, elle est ok. pas là. Et donc ils sont dans la. Et donc il y a une équipe de chercheurs et de mercenaires qui cherchent à Une réveiller. équipe de chercheurs qui cherchent. Et bah oui, du coup. Sinon, logique, ils sont pas logique, chercheurs. c'est tout à fait logique. Les mercenaires qui, bien sûr, Qui mercènent. mercènent. Bah bien sûr, très bien. Et qui donc vont essayer de réveiller une légende incarnée ça. par The Rock. Alors, Mais- à vrai dire, je me souviens même plus si le but c'est vraiment ça ou si c'est un autre truc. En fait, c'est pas bizarre. réellement ça. Ils veulent mettre la main sur un artefact. Ouais, Ils veulent mettre la main oui. sur un artefact. Et Mais Bref, dans l'équipe, il y oui, a ça y une est, ouais, pirouette ça y est, ça y est, je m'en scénaristique. souviens. il y a une pirouette scénaristique qui fait qu'en voulant mettre la main sur cet artefact, un personnage Ouais, fait en sorte de fait une incantation qui ramène Black Adam. Et on vous spoil rien, c'est vraiment les 10 premières minutes du film. But, je crois. Je sais pas si c'est son but, je sais même pas ce qu'elle, je sais même pas si elle sait ce qu'elle fait. Ouais, ouais, Ça ouais. c'est le film, ça. Bah, faut dire que le scénario, comme vous l'avez sûrement compris, il est On pas. s'en fout du scénario, il ne sert à rien. En fait, si, il y a un scénario très facile à comprendre. Voilà, il y a des gens qui veulent récupérer un artefact pour Ça va pouvoir. du point A au point B. Hein. Voilà, l'artefact a été détenu par un ancien roi qui, par cet artefact, pouvait. Ouais, c'est un Indiana Jones qui a mal tourné, on peut dire ça. C'est un artefact. Et Indiana Jones du pauvre alors, parce que. Ouais, non mais. Et bon, ces personnages-là vont rencontrer Black Adam. Black Adam qui a une mentalité un peu totalitaire. Ah, grave, ouais. Un peu C'est totalitaire. Ouais. On va dire qu'il est binaire, le garçon. C'est-à-dire que c'est soit tu meurs, soit tu vis. C'est un film très violent. Et les 20 premières minutes du film, incroyable. En vrai, Elles te mettent des patates. le film dans son intégralité n'est pas naze, tu vois. Moi, je l'ai pas trouvé nul. Franchement, il est pas nul. Je l'ai pas trouvé nul. Visuellement, il est franchement. Visuellement, Alors, il est intéressant. il y a des Après, effets spéciaux ils un essayent, peu chelous. Ouais, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va en vrai. Ils essayent quand même de garder le style, tu sais, de ce que a fait Zack Snyder sur les films d'avant et tout Oui, ça, tu vois. ça se voit. Alors, pas au même niveau, mais ils essayent quand même justement cette noirceur. Il faut savoir aussi que The Rock, donc Dwayne Johnson, voulait jouer ce rôle. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, il le dit dans les interviews. Voulait jouer ce rôle depuis une dizaine d'années et que en fait, c'est lui qui a porté le projet jusqu'au bout. Il est producteur sur le film et tout. Et il a eu, enfin. Ça se voit qu'il a un gros impact sur le film et puis bah il vend le film partout, Non, oui, les interviews étaient incroyables. Ça, c'est sûr qu'il a aimé de faire Ouais. ça. D'ailleurs, il n'y a pas que lui comme acteur qui se détache du lot. Il y a aussi Pierce Brosnan. Pierce Brosnan est plutôt intéressant, même si je trouve qu'il est en retrait vraiment. Tu sais, en fait, c'est pas genre mauvais. Tu vois, tu sais, il se retient, mais c'est pas mauvais. Je trouve que ça va vraiment bien avec son personnage. Dans son personnage qui est lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle J'en sais rien. Dr. Fate.
Dr. Face, il joue ce personnage-là. Mais même lui, en interview, il dit que c'est lui qui a voulu designer son casque et tout pour avoir des trucs, tu sais, s'accrocher au personnage. En fait, il y a des acteurs qui sont vraiment impliqués sur le film, que ça soit Dwayne Johnson ou Pierce Brosnan, en fait. Donc, c'est intéressant. Et même, en fait, le film, malgré... Il est pas parfait, il est très loin d'être parfait. J'ai déjà juste, comme on l'a dit, son scénario, tu vois. Genre, mais ça, c'est pas grave. Tu peux avoir un scénario qui tient sur un ticket de caisse. C'est ça. Bah, tu sais que j'ai revu. Mais il faut que ça soit bien raconté. Or là. Eh ben, je suis pas d'accord. Non, sur moi je trouve que sur le début et sur la fin, c'est pas mal raconté. Dès que ça commence, pour moi, j'ai vu le plan du début où justement ça se passe à l'époque, tu vois, et je savais ce que c'était la fin. À l'ancienne. Voilà. Et je savais ce que c'était la fin. Je fais ok, bon bah je vois le film est cousu, gros comme je sais pas quoi, tu vois. Non, mais alors oui, c'est vrai que le scénario, on s'en fout. Mais en bon, fait, bref, voilà. En fait, c'est même moi, tu vois, par rapport au débris film, c'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, parce que je me suis dit, si tu mets telle note à lui, tu vas mettre telle note à lui. En fait, tout n'est pas comparable. C'est-à-dire que si je m'occupe du DC, je repense à Justice League, tu vois. Et je revois les dessins animés de la Justice League, tu vois. Et je sais qu'il y a un potentiel avec leurs histoires qui est incroyable. Et oui, franchement, le scénario, on s'en cogne. Bah, on peut s'en cogner dans certains. Là, on s'en fout. Il y a The Rock dedans. Le problème, c'est que le DCU, on va pas se mentir, c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. T'as des films qui font leur vie tout seuls, comme le Joker ou The Batman de l'autre côté. T'as un reboot qui est pas un reboot de Suicide Squad, tu vois. C'est le Snyder Cut, on n'en parle même pas, tu vois, mais c'est un bordel sans nom. Et on va dire que Black Adam arrive, on n'est même pas surpris de pas voir Shazam dans le film, tu vois, ou de aucun lien. Je crois qu'il a même pas nommé Shazam. Et bah dedans, ça, limite, tu vois. Si, il le dit à un moment donné. C'est vrai ? Oui. Je m'en souviens. Tu vois, ça m'a même pas choqué. Il me semble qu'il le dit. Parce que même moi, ça m'a choqué ça au cinéma. Ah ouais, tu crois ? Il me semble qu'il le dit. Je me souviens pas. Mais si, je crois que t'as raison. Oui, gros, je suis attentif quand je ne dors pas pendant le film. Mais il parle pas du personnage. J'ai dormi pendant Amsterdam, mais j'ai pas dormi pendant celui-là. Il parle pas du personnage. Je vois. Non, mais je pense que parce que bon, on va pas vous raconter comment le personnage obtient ses pouvoirs si vous n'avez pas vu Shazam. C'est une part importante, grosso modo, de la construction du personnage. Et vous n'avez pas besoin de voir Shazam pour voir ce film-là. Ah, pas du tout. Rien à voir. Le film. Moi, il y a plein de trucs que j'ignorais dans le film. Il y a quand même des moments où ça patauge un peu, même si oui, il y a des il tente de garder un rythme assez. Le rythme est pas, mais en fait tout est organisé autour de Dwayne Johnson. Ah oui. Et en fait, pour moi, après qu'on aime ou pas Dwayne Johnson, c'est une chose, mais pour moi, qui aime bien Dwayne Johnson, toi aussi un peu, je pense. Je pense que ça nous a fait un peu kiffer, tu vois, parce que Dwayne Johnson, il est à fond, il fait du Dwayne Johnson, clairement, c'est pas Black Adam, c'est vraiment Dwayne Johnson dans le film, mais c'est drôle, tu vois. Il y a des trucs qui sont, et ouais, comme tu as dit, il est bourrin le film. Il fout des patates à des mecs, quoi. Non, mais déjà, dès le début. De sang, mais il fout des patates à des mecs. Dès le début du film, ça tabasse. C'est assez violent, ouais. Alors, est-ce que je me suis réveillé à ce moment-là du film Ah non, parce qu'il y a des films, tu sais, avant. Non, il a pas dormi. Avant, c'était une maladie récurrente chez moi quand j'allais au cinéma avec lui. Très souvent, je dormais. Parce que en fait, et même quand je regardais son cerveau. Mais en vrai, maintenant, non, c'est plus genre tu rentres et tu poses ton cerveau. C'est vraiment tu rentres, tu regardes les 20 premières minutes, bon, c'est bon, j'accroche, je regarde. Sinon. T'as une chance avec moi, voilà, tu vois. Ça. Je te laisse 20 minutes, c'est comme un entretien d'embauche. Genre, ta première impression sur un film, elle dure 20 minutes. C'est comme ça. Mais il m'a tiré, tu vois, ce film, Anaël, il m'a tiré, même s'il y a des choses. Moi, c'est pas tant l'écriture du film qui m'a dérangé. Bah non, parce que quand on va pas se mentir, quand on va voir ce genre de film, c'est parce qu'on cherche. Non, moi je voulais moi de toute façon, là-dessus, moi pas être moi je veux du ciné, un truc qui fait un malaise à Scorsese. Je veux du spectacle. Non mais c'est ça qu'on veut quand on va voir ce genre de film. Surtout quand il y a Dwayne Johnson à l'affiche, tu vois. Incroyable. Clairement. Et d'ailleurs, et il remplit une partie de son contrat de spectacle. Pour moi, complètement. Bah, il y a des moments où c'est comme t'as dit, en fait, il y a trop de ventre mou en fait entre les scènes d'action, tu vois. Et puis il y a cette scène où justement là que tu parlais où en fait on va dire il est repris dans les filets, où c'est vraiment genre ça, c'est un ventre mou dans le film où celui-là je me suis pris et j'ai eu du mal, tu vois. Je fais ah ouais non. Mais par contre, c'est compliqué là. Ce qui fonctionne dans le film, parce que les acteurs, on parle souvent là on parle de Dwayne Johnson et de Pierce Brosnan, c'est pas que les autres acteurs je les trouve accessoires, c'est que ils sont sympathiques, mais il y a mince, j'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle.
Mais moi, je... Hawkman, merci. Eh ben, lui... Hawkman, faut savoir qu'Hawkman, moi, c'est un super-héros que je kiffe dans les dessins animés et les comics. Et vu que je me suis pas spoilé en fait de la bande-annonce, parce que tu sais, j'ai vu le teaser comme toi, mais ils le montrent pas ce personnage-là. Bah non, non plus, je savais pas qu'il était là. Ils avaient fait la pub sur Dr. Fate de Pierce Brosnan. Tu vois, donc je savais qu'il y avait Dr. Fate dans le film. Mais Hawkman, en fait, depuis Justice League et Superman machin, on l'a pas vu. Et ça m'a fait un peu plaisir de le voir. Et en plus, il est plutôt cool en fait, dans le film. Lui, donc, Pierce Brosnan, The Rock sont les trois cool. Les deux autres. Après, les deux autres. Bah, ils sont. C'est survolé quoi. C'est pas que c'est survolé, c'est que c'est dur aussi. Et le problème, c'est qu'ils ont pris deux persos qui ont des pouvoirs qui existent déjà dans les autres films de super-héros. Donc il y en a un, c'est Ant-Man, et l'autre, c'est Tornade dans les X-Men. Après, c'est le DCU, tu vois. Tu peux pas... Non, mais après, des trucs qui je vais pas leur reprocher, mais c'est juste qu'en fait, quand tu prends des persos qui ont déjà, on va dire, qui ont déjà eu des pouvoirs qui ont été, on va dire, montrés dans d'autres films, faisant quelque chose, essaye de les sortir de ça, tu vois. C'est dur. Mais c'est dur, et ils y arrivent pas là, clairement. En fait, on en reparlera sur d'autres films comme ça. En fait, maintenant, vu que les films deviennent des gros projets, quand tu vois des films comme ça, ou comme le film dont on va parler jeudi, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à tout mettre en place. C'est pas possible. Pour moi, c'est difficile. Ou alors, t'as le bon exemple, le Black Panther. Chut, faut pas que t'en parles. Je trouve, en tout cas, déjà dans le 1, je trouvais que ça allait, et dans le 2, il a plutôt réussi, ce que là, ça échoue, tu vois. Probablement. Donc, mais là, en fait, le problème, c'est que là, il y a un des personnages. Alors, je sais pas si je l'ai. Non, je vais pas l'avoir. Mais alors, peut-être sur l'affiche. Voilà, le personnage qui est ici, là. En fait, celui-là, ils en font un ressort comique, un personnage comique, et ça ne fonctionne pas, en fait. Tout le long, où il y a même des trucs comiques avec John Johnson, alors que son personnage n'est pas comique, qui marche plus qu'avec ce personnage-là, qui essaye de faire rire à chaque fois qu'il apparaît, et ça ne fonctionne pas. Il fait des blagues, son personnage, Dwayne Johnson. Oui, mais c'est pas un personnage comique. Il est pas fait pour être comique. C'est ses réflexions qu'il fait à d'autres personnages qui sont drôles, et ça fonctionne. Tu sais, le truc des portes et tout ça, tu vois, moi j'ai bien aimé, tu vois. Non, il y a des trucs qui marchent vraiment bien, il y a beaucoup d'easter eggs sur les DCU, et surtout, alors, scène... C'est même plus un easter egg, à un moment, c'est genre rentré à coups de pelle quand même pendant pratiquement tout le long du film, et t'as vu, puis bon, moi, tu vois, si vous avez été si, quand même. Ah, pas du tout. Ouais, je te dis que non. Il y a des gros plans, je crois qu'il y a eu des plans sur plein de trucs dans cette pièce. Non, si pas genre. Bien sûr que si. Toi, fais pas genre. Déjà, il y a des posters des héros du DCU qui sont des affiches du film. Ça m'a très perturbé. Alors, je veux bien qu'il y ait des, tu sais, comme dans MCU, qui font des jouets ou des comics, d'accord, mais des posters des films, c'est vraiment les posters des films, tu vois. Et je fais, mais c'est un truc que j'arrive pas à assimiler, tu vois. Ça veut dire que le film existe dans cette réalité-là, c'est genre en mode The Boys, où en fait, ça m'a perturbé. Mais bon, en fait, il y a une affiche, mais qui revient, je pense, 16 fois dans le film, quoi, parce que au moment où ils mettent un coup de poing, l'affiche est là, il met un coup de poing dans l'affiche, quand il éclate la gueule d'un mec qui traverse un mur, c'est le poster qui éclate. Tu fais, ouais, on a compris, quoi. Moi, tu vois, je suis pas d'accord, parce que moi, je l'ai pas relevé. Et je sais qu'à la fin, en plus, je les cherchais pas, mais ils sont très très gros. Et puis, c'est pour teaser la scène post-générique, quoi. Qui a été malheureusement spoilée sur les réseaux, mais de toute façon, ça, en vrai, c'est dur de pas spoiler. C'était compliqué de pas spoiler ça. Nous, on le fera pas. On le fera pas. Nous, on le fera pas. Mais il faut savoir que moi, quand je reste assis à côté de lui, je sais pas de quoi va être fait la scène post-générique. Je reste. Et lui, il me dit, normalement, elle est cool. Non, j'avais entendu des rumeurs, parce qu'en fait, Dwayne Johnson lui-même, en fait, a lancé des rumeurs pendant Enfin, c'est pas malin de sa part, mais pendant la publicité du film qu'il faisait dans les interviews, là, il a lancé des rumeurs, tu vois, donc... beaucoup de gens se doutaient de ce qu'allait être la scène post-générique. En fait, c'est un film égocentré. Je pense qu'il a pas totalement tort. Ah oui, non, par contre, oui, c'est un film de The Rock avec The Rock. Ouais, c'est pas lui qui le réalise, mais je pense que... C'est un film pour The Rock, produit par The Rock, avec The Rock. Hein, ça. Ouais. Mais la scène post-générique, elle est épique. Et elle moi, est j'ai cool. beaucoup aimé. Après, en fait, ce qui était cool... Et ce qu'avait réussi Marvel dans le début, c'est de hyper avec une scène post-générique stylée. Qui maintenant, pour moi, toutes les scènes post-génériques de Marvel ne me hype même plus. J'en ai rien à foutre. Alors, tu vois. Là-dessus, je suis presque d'accord avec toi parce que moi, je ne comprends pas encore que la dernière. Bon, on en parlera juste. En fait, après, ils ont tellement hypé avec des trucs hypants au début
que là ils sont obligés d'aller creuser sur des trucs que pas beaucoup de monde connaît. Et là, même moi qui lis des comics, quand tu vois des trucs genre la scène post-générique de Doctor Strange, je suis là, je fais ouais, ok, mais c'est un personnage que je ne connais pas parce que je l'ai jamais lu. Les geeks obscurs vont connaître, mais nous, basiques... Le dark web des geeks veulent ça. Voilà, c'est ça. Ou même la scène post-générique de... je parle pas de celle... alors, on spoil un petit peu, mais de Blade, mais celle d'avant, du Chevalier, tu vois, de... les Éternels, tu vois. Bah, j'étais là en mode, ouais, ok, je sais pas, tu vois. Bah, et en fait, c'est ça, Marvel, c'est que maintenant, ils ont tellement... En fait, le truc est tellement dense, le MCU, qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de creuser, tu vois. Alors que là, d'ici, on va dire qu'ils peuvent encore faire des scènes post-génériques. Donc ça à faire de toutes les façons, leurs films, malheureusement, vraiment hypants. Et surtout avec un super-héros, enfin, un anti-héros, on peut dire ça ou pas? Super anti-héros. comme Black Adam, qui, le film n'est pas déplaisant, à vrai dire. Non, il est pas déplaisant, et d'ailleurs, on va pouvoir lui attribuer une note, parce que ça fait déjà presque un quart d'heure qu'on parle sur lui. Et ouais, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire de plus, ça va. Non, moi, il prendra un gentil 3. Un gentil 3, bah, pareil. Un 3 lié aux autres films du DCEU. Ah, bah, clairement. Tu vois, parce que par exemple, si je mets un 3 sur un autre film dont on va parler, c'est pas le même 3. Non, mais là, tu vois, à un moment donné, il faut relativiser. C'est vrai que, en fait, par rapport à tout ce que nous a proposé le DCU, alors c'est pas le meilleur film, mais je pense qu'il est dans le haut du panier. Il prend un petit 3, voilà, The Rock, c'est pour toi. Par contre, si tu veux une meilleure note, il va falloir être un peu moins centré sur toi-même et peut-être te faire un peu plus de mal sur l'écriture de ton personnage, ce que tu nous proposeras par la suite, parce que c'est très bien de casser des gueules, mais le cinéma, c'est pas un ring de catch. Et si t'es pas content avec ce que je dis, viens quand tu veux, je t'attends. En plus, ça paraît, apparemment, il est super sympa. Mais je suis sûr que c'est pas un bagarreur en plus. Il est merveilleux. Non, c'est pas la même réal. C'est pas pareil. Pour moi, je dirais que niveau spectacle, il est mieux parce que j'ai pas été un grand fan du dernier Batman, mais après on peut vraiment pas comparer. Ouais, c'est pas comparable. Je pense que même si c'est genre style super-héros, on peut vraiment pas comparer. Bon bref, allez le voir si vous l'avez pas vu, si ça vous intéresse aussi. C'est un film divertissant. En tous les cas, pour ce qui concerne le DCU, il y a quelque chose à faire, tu vois. On peut peut-être encore. C'est comme quand il y a une plante qui est morte, mais qui te reste un peu de verre sur cette plante, et que tu te dis, je vais continuer à l'arroser, peut-être que ça va repartir. Bah, là, on va dire que c'est exactement la seule métaphore que je pourrais employer pour ce genre de film. Puisque nous allons passer maintenant au deuxième film, et je viens de voir sur le côté de quel deuxième film nous allons parler. Nous changeons complètement de registre. Oui. Et c'est très bien que tu fasses ça dans cet endroit-là, j'aime beaucoup. Bah oui. De quoi allons-nous parler? Nope. Nope de Jordan Peele, donc qui est réalisateur et scénariste, qui a réalisé Get Out, qu'on a filmé, qui a aussi réalisé Us, et qui est le showrunner et réalisateur du premier épisode de Lovecraft Country. Lui, il est connu pour ça, en fait. Key and Peele, c'est Key and Peele, qui était diffusé sur Comedy Central, qui était une série de sketchs humoristiques avec son comparse qui, lui, est acteur. Il fait des voix dans des... D'ailleurs, dernièrement, il a fait, Wendell, je sais plus quoi, sur Netflix, un dessin animé qui est sorti récemment. Et Jordan Peele est scénariste, et eux deux font des voix dans le dessin animé. Regardez aussi le film Kenyu, avec un chat qui a la voix de Kenny Reeves, incroyable. Donc il a fait Get Out et Us, et aujourd'hui on va parler de Nope, bien sûr. Donc là je reviendrai sur Daniel Kaluuya, qui est acteur principal dedans. Il y a Keke Palmer, Steven Yeun, ouais c'est ça, Michael Wincott, que j'adore, Brandon Perea, Wen Schmid, Michael Bush et Kate David, que c'est un acteur que je kiffe de ouf. Kate David, qui a joué dans Les Chroniques de Riddick et Pitch Black, et qui a joué aussi dans They Live, un film incroyable de John Carpenter. Cet acteur est génial, je suis un peu déçu qu'on ne le voit pas assez dans le film, mais cet acteur est génial, et son doublage français est incroyable, voilà. Et je voulais revenir sur Daniel Kaluuya. Pourquoi? Parce qu'en fait il joue dans Black Panther 1, mais il ne joue pas dans Black Panther 2 parce que ce film. D'accord. Voilà. C'est un petit peu dommage parce que c'est un putain d'acteur, et que il était cool dans Black Panther. C'est dommage qu'on le voit pas dans le 2, mais... C'est un très bon acteur. Mais je pense que c'est un peu cool qu'il soit là-dedans, tu vois. Oui. C'est pas pour de mauvaises raisons, quoi.
Et de quoi parle Nope? Je vais vous faire un synopsis très bref. Nope raconte l'histoire d'une famille qui s'occupe de dresser des animaux, notamment des chevaux, pour Hollywood, enfin pour le cinéma, ou je crois il y a même des séquences publicitaires. C'est des trucs de... Alors ouais, cascades et... Alors ouais, c'est ça. C'est pour des chevaux, pour des cascades et des séquences publicitaires, c'est ça. Tout à fait. Le film est découpé en 4 actes. Chacun des actes porte un nom bien particulier qui a un rapport avec un des chevaux du ranch tout simplement, ça porte les noms des chevaux, ouais. Notre jeune monsieur Kaluuya, et il va se passer quelque chose de OG. C'est la famille Haywood. C'est la famille Haywood qui, dans le film, je sais pas si c'est vrai, je crois que oui. Alors, l'anecdote est vraie. Est-ce que la famille existe? Mais l'anecdote est vraie. En fait, le premier cascadeur et entraîneur de chevaux pour le cinéma était noir. Et alors, je pense que c'est le vrai nom. C'est Haywood, je pense, à mon avis. Parce qu'après, c'est Haywood Company, parce qu'ils ont une compagnie à leur nom et tout. Et en fait, ça fait référence à ça. Voilà, que la première image animée du cinéma, et c'était un jockey qui était sur un cheval. Et ce jockey était donc racisé, afrodescendant. Et donc ça raconte cette histoire, parce qu'on sait que Jordan Peele, dans l'une des thématiques qu'il affectionne tout particulièrement, c'est justement de parler des afrodescendants, notamment des afro-américains. Et tout commence dans le ranch de Oji, son père, et il y a un événement particulier qui se passe, qui va mener à un drame dans les toutes premières minutes du film. Et ce drame va ensuite conditionner la vie de Oji par rapport à l'héritage familial que son père lui lègue. Sauf que Oji, entre le moment où se passe le drame et 6 mois plus tard, il est perturbé par des événements surnaturels qui se produisent aux abords de son ranch. Et de là, il va entamer une sorte de recherche, je sais pas comment on dit, d'enquête, pour savoir de quoi il retourne. Et c'est incroyable. Moi, je ne l'ai pas vu venir comme ça, personnellement, quand j'ai lu ce film. Je pense qu'il y avait très peu de personnes qui pouvaient le voir venir comme ça. De cette manière-là, oui, puisque c'est un film, bien sûr, comme vous l'avez vu sur l'affiche, c'est un film... Alors, je sais pas si c'est un film d'horreur, on dirait qu'il a des aspects horrifiques. Il y a un relent horrifique sur certaines scènes. Très léger, et c'est un film d'extraterrestre. Mais alors, la manière dont c'est amené... Ouais. On peut pas vous en dire trop. On va vous en dire trop. Quand tu vas voir le film, là, je vais voir le film, moi je me dis, ok, on va voir l'extraterrestre. Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner à manger? Moi, c'est qu'en plus, il joue avec ces codes-là. Il joue avec beaucoup de codes. C'est très intéressant. Il joue avec beaucoup de codes, et notamment, il y a ce film, et c'est-à-dire que c'est un peu un film méta. C'est-à-dire c'est un film, quand on parle de méta, pour ceux qui ne sont pas coutumiers du jargon et du dialecte, c'est par exemple le théâtre quand il casse le 4e mur, enfin quand il y a une sorte de mise en abîme. Ah putain, ça fait un télo de dire ça, c'est relou, j'ai envie que les gens comprennent. C'est vrai aussi. Mais grosso modo, c'est si moi je prends une caméra et je filme un mec qui fait un film, voilà, il y a un truc, une sorte de paradoxe qui s'installe, et c'est exactement ce que fait Jordan Peele là. Alors, pas tant qu'il filme des gens qui filment, bien qu'il y ait une sorte de, pas critique, il y a une sorte de vision du cinéma. Il y a une critique un peu du cinéma. Hein, et je sais pas si elle est si violente que ça. Elle est pas si violente, mais c'est vraiment genre, t'occupes pas de ce que je fais. C'est vraiment genre... C'est dur je regarde pas. C'est vraiment genre... parce que c'est pas le centre, c'est pas une thématique centre du film. C'est pas une thématique centrale. Mais au moment où on parle d'Hollywood, tu sens que c'est un pic. Alors, je sais par pas rapport si à la première scène, à la scène d'ouverture, avec le singe, et par rapport à quand tu le vois, lui, avec son cheval dans les studios. Ah oui, parce que ça c'est important de le dire. Il faut savoir que quand le film s'ouvre, la scène d'ouverture du film, elle est assez particulière. What the fuck, tout simplement. Elle vous prend presque à revers, puisqu'il y a le studio de production qui est annoncé juste avant, qui porte un nom. Et c'était étrange de voir cette scène-là, parce que moi je pensais que c'était une sorte d'animation pour le studio de production. Ça n'avait rien à voir avec le film. Tu sais pas où t'es, tu fais... Ouais. C'est un peu déroutant, et je pense que c'est fait exprès. Mais clairement. Je pense que c'est fait exprès. Et on voit un truc assez bizarre, un peu horrible. Un peu. Une image de synthèse un peu mal faite. Ça, tu vois, parce que moi je suis en vrai, c'est mauvaise langue. Le film n'a pas non plus un budget de Marvel, donc c'est mauvaise langue. Mais moi, c'est parce que ça m'a sauté aux yeux. Mais en fait, il arrive à... En fait, c'est l'ambiance de la scène qui fait que ça marche de ouf. Alors, l'ambiance de la scène marche très bien, parce qu'il faut savoir qu'en dehors de l'histoire de Oji et de son ranch, il y a aussi une autre histoire qui est placée en arrière-fond, sur laquelle on revient pas tout de suite. J'ai le personnage... Non, je sais pas le personnage. Donc ça va être le personnage de Steven Yeun, donc Glenn, qui Park. Alors Jupe, alors ça c'est... garde un œil sur son business. Je sais plus comment il s'appelle en français. De qui? Le Little Ricky, non? C'est ça. C'est Little Ricky, c'est ça? Il me semble. Non, alors ça c'est Jupe, c'est son surnom en anglais, mais alors vous voyez pas, c'est lui.
Son personnage, mais ça c'est Jupe en anglais, mais en français je crois que c'est Little Ricky, je suis pas sûr. Il y a un truc comme ça. Moi ça fait longtemps que je l'ai vu, donc il y a des trucs qui m'ont pas marqué. Par rapport justement à cet événement qui se passe dans la scène d'ouverture. Voilà, et oui, j'ai fait une petite blague sur Glenn, bah oui c'est normal, hein. Faut savoir qu'il ne s'approche pas d'une batte de baseball dans le film. Et d'ailleurs oui, Glenn a été découvert dans The Walking Dead, mais moi je vous conseille de regarder ce film là qui est avec lui et qui est juste incroyable. Si vous pouvez le voir, voilà, petite parenthèse. C'est pour ça que tu as été... Voilà, regardez ce film-là, j'aime beaucoup cet acteur, c'est pour ça. Et faut savoir que pendant le film, faut savoir qu'il faut lire extrêmement bien les actes, parce que moi je les ai lus, mais j'ai pas compris tout de suite. Mais en fait, chaque nom de chaque acte a un rapport avec les scènes que vous allez voir par la suite. Ouais. Le personnage de Steven Yeun, il est vraiment pas mal, puisque son personnage, c'est un peu le... C'est pas l'opposé de Oji, mais en fait, Oji et lui sont voisins. C'est-à-dire, Oji, il a son ranch, et en fait, à côté de son ranch, de village, parc d'attraction, sur le temps des cow-boys. Truc de touriste, quoi. Un truc touristique. Et il a une mentalité particulière, certainement générée par son passé, mais ça, on vous invite à regarder le film. Alors, en fait, il joue sur le fait déjà que, en fait, étant enfant, il a joué dans une série, donc il est un peu célèbre. Et il joue sur ça pour ramener des gens dans son parc d'attractions. Et aussi, par rapport à ce qu'il a vécu étant jeune... Le traumatisme, bien sûr, qu'on ne vous dévoilera pas. Ça ramène quelque chose. Parce qu'il faut savoir que dans le film, ce qui est intelligent... Alors, Thomas, un grand homme, m'a envoyé une photo avec les lumières de la scène de la maison quand on la voit en entier en pleine nuit. Et que quand il veut sortir de la voiture, il dit non. Le fameux Nope. Le fameux Nope. Qui est incroyable, génial. Et d'ailleurs, il est très bien sorti. Je crois qu'il est dit qu'une fois dans le film. Alors, il n'est pas dit qu'une fois parce qu'il le répète, mais c'est le moment là où il le dit vraiment. En fait. Voilà. Donc, parce que je crois qu'il le dit visuellement, au moment où il y a dans son ranch, tu sais, quand la nuit, avant justement tout ça, et qu'il arrive dans son ranch, il voit des trucs chelous là où il est. Et je crois qu'il le dit là aussi. Il le dit pas, mais il fait son signe de tête en mode. Peut-être. Ça, c'est peut-être. Mais le vrai Nob, quand il le dit, il est incroyable. Là-dessus, le film, au niveau de l'écriture des dialogues et des personnages, parce que même les personnages, chaque personnage, même si on m'a dit, oui, mais tel personnage était amené, parce qu'il y a des personnages qui sont amenés un peu comme un cheveu sur la soupe. On parlera par exemple du monsieur qui fait l'entretien électronique, tu vois. Alors, j'ai pas trouvé tant que ça, moi. Moi non plus, mais c'est vrai qu'après, quand j'écoute, il vient comme ça, quoi. Il vient chez les gens. Comme ça, et je m'attendais pas qu'il reste. C'est ça qui est bizarre. En fait, il vient vraiment comme ça, en mode personnage secondaire, et après tu vois qu'en fait il reste, donc le personnage que vous voyez à droite en arrière-plan, et je me dis je m'y attendais pas trop que genre il soit 3 en fait, tu vois. Non, mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi pas, mais moi ça m'avait pas surpris, mais il y a des gens que ça a gêné. Et ce qui est dingue dans ce film, après peut-être pour le caméraman qui arrive après, alors, ou genre vraiment celui-là non, je trouve qu'il arrive pas comme un cheveu sur la soupe, parce que celui-là en fait, on le voit dès le début. Oui, mais en fait il dit non, et après c'est son revers où tu fais bon. Moi ça m'a pas choqué. Tu vois, je suis pas d'accord. C'est pas choquant. Moi ça m'a pas choqué. C'est pas choquant, c'est en mode facilité scénaristique, tu vois, genre en mode donc tu... Parce que c'est vrai, en fait, alors, donc c'est l'acteur qui est ici, Michael Wincott, que j'aime beaucoup, qui est un acteur de série B, un peu seconde zone souvent, mais qui est très bon. En fait, il est réalisateur, et au début, il dit non pour venir accompagner les personnages principaux, mais vraiment, il a un caractère... c'est dermite bourru, en mode, ok, donc c'est un peu un con, tu vois. Mais après, il change d'avis, et tu fais, c'est bizarre par rapport à ce que tu nous as montré de ce personnage-là. Moi, ça m'a pas surpris, moi. Mais en fait, c'est par rapport à à la motivation, tu vois. Parce que, mais en vrai, le problème, c'est que la motivation qu'il lui donne la seconde fois, il lui donne la première fois aussi, tu vois. Alors après, tu peux dire, ouais, il a réfléchi, il a, retourné le truc dans sa tête, et tu vois. Mais tu te dis, ouais, pour moi, c'est une petite facilité scénaristique, mais c'est pas non plus embêtant, tu vois. Là, parce qu'il intervient pour une scène finale, et la scène de fin, elle est pas du tout archi spectaculaire. Pour moi, elle est spectaculaire sur un autre niveau. C'est une scène de film d'auteur. Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, t'arrêtes pas de dire de la merde depuis le début de l'émission, c'est incroyable. Moi, je pense que Denis Villeneuve aurait pu faire ça, alors que je suis pas un grand amour de Denis Villeneuve. Tu trouves que c'est une scène de film d'auteur? Mais en fait, il amène. En fait, ce qui est intelligent, c'est qu'il commence son film en tant que film d'extraterrestre banal, en jouant avec les codes, et après il les détourne, mais ça passe vraiment bien, il les détourne vraiment bien, et ça passe tout doucement, et arrivé au truc où tu t'es pas rendu compte que t'es devant un truc que en fait tu t'y attendais pas, et tu fais mais quoi, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Et
enfin, je trouve ça super intelligent en fait. Mais Ouais. de toute façon, pour moi, Jordan Peele est un auteur vraiment. Et ouais, c'est un auteur parce que t'as pas vu Us en vrai, Non. mais dans Us ça se ressent plus. Là, il détourne un film que le grand public est habitué à regarder, on va dire, les films d'OVNI, quoi. Après, il y a des trucs dans le film, pas qui m'ont dérangé. Il y a des trucs que j'ai vus, j'ai fait. Ah. Pourquoi pas. En fait, moi, le film m'a plus marqué parce que visuellement, au niveau de la mise en scène, au niveau de pas mal de la colorimétrie, il y a plein de trucs qui sont cool dans le film. Donc c'est pas. Je crois que. Ouais, et c'est un film original. Oui. Alors ça, on va pas lui reprocher. Contre, ouais. Alors il reprend pas un concept original, parce que bon, extraterrestre, humain, ça s'est vu des milliers de fois au cinéma. Le chef de la photographie, c'est celui qui a fait Tenet, Ad Astra, Dunkerque, donc pas mal de films. Donc un mec qui a bossé avec et qui va jouer dans le prochain Nolan. Oppenheimer, je crois que c'est le prochain Nolan. Ouais, Oppenheimer, c'est le prochain Nolan. Ouais. Bon voilà, donc la photographie est impeccable, la fin est cool, surtout l'image de fin. Bah, il arrête son film au bon moment. En fait, j'aime bien la fin parce que en fait, ça. Comment expliquer ? Ça traduit bien la mentalité des Américains. Tu vois, et puis, en fait, pas que des Américains, des gens en général qui sont en contact avec des extraterrestres, tu vois. Parce que la motivation du personnage à la fin, incroyable. C'est vraiment. Enfin. Je sais pas, ça fait vraiment réaliste. Je pense que beaucoup de personnes auraient réagi comme ça, tu vois. Bah tu vois, moi ça m'a pas surpris qu'un j'ai vraiment bien aimé. Raisonne comme ça. Aux États-Unis, en plus, ils ont cette faculté aux États-Unis de où qu'ils soient, dans quel état. Enfin, moi, je ne vois ça qu'à travers des séries. J'ai jamais été aux USA, mais je sais que n'importe où, dans quel état, où qu'ils soient, pour eux, la barrière entre ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils sont capables de proposer comme ils veulent le faire là, elle n'existe pas. Ouais. Ils se mettent zéro barrière par rapport à nous, tu vois. Je trouve que les Américains là-dessus, c'est pas admirable, mais presque. Ils ont une certaine ambition de ce qu'ils peuvent être. Même leur référence culturelle et télévisuelle, elle est folle chez eux. Et c'est faut savoir à quel point ils s'attachent à ça. Eux, quand après, ils ont un gros background quand même. Au niveau télévisuel, je crois que c'est l'un des plus gros. Enfin, je connais pas les autres pays, mais en tous les cas, nous, de la culture qu'on a et de ce qu'on a pu en voir depuis qu'on est petit, incroyable le background. Déjà, quand tu vois qu'ils avaient, nous, on avait 6 chaînes de télé, eux, je sais pas combien ils en ont. Le câble et tout, c'est un truc, c'était rodé dans les années 90 aux USA, quoi. Mais en fait, c'est crédible, le fait qu'on ait des personnes afrodescendantes, donc afro-américaines, dans le film, c'est cool. En plus, parce que pareil, il a pas joué sur la facilité, il était nous les mettre dans un endroit où, le désert. En gros, il fait son western afro-américain. Son western, c'est mieux que Cowboy extraterrestre. Largement, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Oui. Mais franchement, c'est un film déroutant, je sais pas, tu vois, je pourrais pas te dire. Un petit peu sur quelques points quand même, vers la fin en fait, quand tu commences à partir vers la fin, tu fais ah ok d'accord. Non, moi ça m'a pas choqué. Okay. Ouais non, c'est pas choquant parce qu'il te l'amène bien. En fait, il te conditionne pour bien te l'amener. Il y a des trucs qui sont incroyables. En fait, moi j'adore faire du suspense étrange avec des trucs quotidiens. À un moment, il regarde un nuage dans le ciel et en fait, c'est juste ça la scène. 3 personnages qui regardent un nuage dans le ciel et c'est incroyable. J'adore ça. Moi, je comprenais. Moi, je voyais pas ça comme ça quand la première fois que je l'ai vu. C'est après dans le film quand il y a le dénouement par rapport à ça qui est expliqué. Ah, tu comprenais pas cette scène-là ? Ah merde. Tant qu'il le disait pas, moi j'étais comme eux, je regardais le nuage. Parce que en fait, c'est vrai que son personnage, le personnage principal, il est pas très expressif. Donc en fait, il garde tout intérieurement comme le faisait son daron. Et en fait, lui, dans sa tête, il réfléchit, il cherche. Et il sort que des petits trucs. Et à un moment, les 2 personnages, donc sa sœur qui est l'autre personnage et sa sœur, plus le mec qui s'occupe des caméras, c'est ça les caméras d'électronique, et ils sont en panique un peu, tu vois. Et lui, il est là, et puis ouais. Et je crois qu'il sort un truc genre en mode. Il sort un truc avec les prédateurs, mais des prédateurs, tu vois. C'est une des thématiques du film. Mais alors ça c'est incroyable, j'adore cette thématique-là du film. Mais on va pas trop plonger dedans parce que sinon ça va. On essaie de le survoler au maximum pour pas vous en raconter plus, mais il faut savoir aussi qu'ils ont des comportements logiques. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc qu'il dit avec le prédateur, en fait, si après je comprends que si t'es pas en train de rechercher à fond, tu te passes à côté. Mais c'est là où en fait, il dit même pas une phrase, il dit juste quelques mots, mais sortis comme ça. Pendant que les autres personnages parlent, en arrière-fond, on va dire, et tu fais, mais putain, genre. Et en fait, ça te met une petite graine qui te met une idée, et tu dis, mais non, c'est pas possible. Tu vois, et en fait, ça te lance dans le truc, et après, c'est là où tu commences à réfléchir, en fait, comme le personnage principal, et tu dis, non, mais ça voudrait dire que. Et en fait, le personnage principal, pratiquement, tu réfléchis pratiquement en même temps que le personnage principal pendant le film. Et pendant le truc que tu vois,
tu vois les mêmes choses que lui, en vrai, c'est un peu leur point de vue, et tu fais incroyable, et c'est pas ça. Et en fait, au moment où ils se rendent compte du truc, normalement, même s'il y en a peut-être qui se sont rendus compte avant, bah tu te rends compte aussi du truc, tu fais incroyable. Et c'est ouf. Ça m'avait pas fait ça, moi. Mais en tous les cas, c'est un film, franchement, plus que correct sur tous les films qui sont sortis ces derniers mois. Je pense que il se place aisément dans le top 10 des films, voire même top 5 qui sont sortis cette année pour le moment, pour l'instant. Après, c'est selon les goûts, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de critiques. Alors moi, je trouve que c'est peut-être une des meilleures productions de Jordan Peele aujourd'hui par rapport à ces deux autres films. Il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui disent que c'est un de ses plus mauvais films, parce que Get Out est un peu au-dessus du panier, tu vois, la surprise et tout ça. Moi, je trouve que par rapport à sa réalisation et à ses personnages, je pense que en fait, là où c'était un peu foutraque dans Us, où en fait le scénario, tu comprenais pas trop comment ça fonctionnait, que en fait il y avait un petit peu problème de rythme, là il a réglé ça, et je trouve que c'est niveau technique et son travail, en fait je pense que j'attends impatiemment son prochain film. Je pense que c'est là où il est un peu au top, quoi, vraiment. Et tu lui mettrais? En fait, j'ai pas envie de mettre un 5 parce qu'il y a quand même des petits défauts dedans, mais qui sont pas. 5, c'est chef-d'œuvre. Non, chef-d'œuvre, c'est Spielberg sur. Non, alors 5, non. Au-dessus de Maxi, non, 5 c'est vraiment, il y a pas de défaut dans 5. Non, mais ouais, donc moi ça sera tout simplement un 4, hein, mais je mettrai un 4 aussi. Un bon 4 mérité, parce que déjà d'une, comme tu le dis, le cinéma se porte mal, alors qu'on le pense ou pas, c'est vrai qu'on n'a pas non plus, en fait il y a beaucoup de trucs, mais il n'y a pas beaucoup de choses de bonnes, et là c'est vraiment un truc vraiment intéressant qu'on nous propose, alors qui est risqué déjà d'une part, hein, et c'est vraiment un truc qui est pas une suite, un remake, un reboot, machin, même. Non, c'est une histoire originale. Ouais, voilà, c'est une histoire originale qui est retravaillée par rapport à des films qui a des codes connus, tu vois, parce qu'au final les codes, c'est les codes du western, les codes de l'extraterrestre, qui sont un petit peu sur les codes de l'extraterrestre revus, mais c'est banal, tu vois, niveau code, mais c'est quand même une oui. Il prend son 4 sur 5, honnêtement, ça reste un film très correct. Si jamais vous laissez tenter, parce que je pense qu'il doit être disponible en VOD si tu je crois qu'il est sorti en DVD Blu-ray, et s'il est sorti en DVD Blu-ray, il est sorti en VOD. Laissez-vous tenter par l'aventure, franchement, vous pouvez être déçus. Je connais des gens qui ont été déçus du film. Oui, j'ai lu des critiques et tout. Ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de ce que vous aimez dans le cinéma, en fait, ça dépend de votre histoire avec le cinéma pour pouvoir apprécier ce film. Mais là où il fait un truc que j'aime bien, c'est que même si tu n'es pas coutumier de ce type de cinéma, il te raconte une histoire que tu es capable de t'approprier et de ne pas aimer, de savoir pourquoi tu ne l'aimes pas. Et ça, c'est cool. Parce que des fois, il y a des films dont je tairai le nom des réalisateurs et des acteurs où tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes pas, et ça t'énerve parce que tu sais, on a voulu te raconter un truc, mais t'as rien compris à ce qu'on t'a raconté. T'es pas rentré dedans, quoi. Parce que là, nous, on l'a analysé comme étant ça, mais vous pouvez comprendre le film d'une toute autre manière dès lors que vous le regardez. Et c'est ça sa force du film, et on peut le faire avec tous les films, notamment avec le film numéro 3, puisque nous allons rester dans le registre des extraterrestres, je crois, rassure-moi. Clairement, oui. Et oui, sauf que là, c'est un copain à nous. Et je te laisse donc nous présenter qui se cache derrière le prochain film qui s'appelle Prey. Donc en vrai, je vais pas pouvoir dire grand chose, à part que donc Prey, qui est sorti le 5 août 2022 sur Disney+ directement, réalisé. Alors, il est réalisé et il est nommé comme auteur sur le film Dan Trachtenberg, qui est le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, qui était son premier film. Il a aussi réalisé l'épisode 2 de la saison 3 de Black Mirror et l'épisode 1 de la saison 1 de The Boys, où il est producteur sur les 3 saisons. Et j'ai vu qu'il était aussi marqué auteur sur Uncharted. Donc, personne ne peut être parfait, malheureusement. Voilà. Et au scénario, on retrouve Patrick Hazen, qui a pas grand chose à son actif, à part quelques petits épisodes de série par-ci par-là qui sont pas super connus. Bon, bref, en gros, c'est un peu des débutants, à part Dan Trachtenberg, qui a été propulsé sur ce film-là parce que 10 Cloverfield Lane, qui avait été repêché par J.J. Abrams, hein, parce que normalement ça devait pas être dans la continuité de Cloverfield, mais maintenant ça l'est, qui était plutôt intéressant, hein. On l'avait filmé, je crois, 10 Cloverfield Lane. Je crois pas. En tout cas, je crois qu'on l'a vu ensemble. Ça, c'est sûr. Parce que, non, on a Cloverfield Paradox, on a vu. Ça, on l'a vu quand il est sorti. Et en fait, on a vu 10 Cloverfield Lane avant. Oui. Pour voir Cloverfield Paradox, qu'on a débriefilmé. Et donc c'est pour ça qu'il est sur ce film-là. Donc ce film-là, il va vous raconter qu'est-ce que c'est à peu près. Au casting, on a Amber Midthunder, Dakota Midthunder,
Dakota Beaver, Dan DiEgro, Stormy Keep, Michelle Trush, Julian Black Antelope, Stéphanie Mathias, Bennett Taylor et puis quelques autres. Mais bon, en vrai, il n'y a pas une tonne de personnages principaux sur ce film-là. Est-ce qu'avant de faire le synopsis, tu peux nous coller l'affiche? Parce que je vais vous dire de quoi parle Prey. Prey est ni plus ni moins, alors je ne sais pas si c'est un préquel, mais en tous les cas c'est une histoire avec ce monstre que l'on connaît tous puisque c'est un Predator. Et alors là, la particularité de ce film, c'est que le Predator ne débarque pas dans une jungle pendant une guerre au Vietnam, ne débarque pas pour se battre contre aliens dans l'Antarctique, pas du tout. Predator débarque aux États-Unis. Sur le territoire Comanche. Donc voilà, dans le territoire Comanche. On aura un petit truc à dire sur le côté Comanche. Incroyable. Il y a des choses. C'est-à-dire que quand moi j'ai vu, je n'ai vu que le teaser. Et le teaser, on a vu le teaser ensemble qu'on a regardé durant un GRS. Voilà. Et on n'a pas regardé d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai jamais rien vu d'autres sur ce film. Et on est très curieux parce que Predator, c'est une bestiole qu'on affectionne tout particulièrement parce que ceux qui ont grandi dans les années 90 et qui ont grandi avec ce film, l'affrontement qu'il y a entre Schwarzenegger et Predator, qui a un succès qui était d'après Rafik Djoumi absolument pas voulu de la part du réalisateur. Il a pas fait ce film. Qui était même un doigt d'honneur par rapport au réalisateur Matt Tiernan, qui est le réalisateur de Die Hard, qui était un doigt d'honneur au producteur. Voilà, je savais pas, tu vois. Et là, on a donc, et en plus, incroyable, le personnage principal est une femme. Et oui. Et c'est génial. Vous avez donc, alors elle s'appelle Naru, je crois. Naru, qui appartient à une tribu Comanche et qui, Naru, c'est ça. Voilà, qui donc dans la tribu, les femmes sont prédestinées à faire des herbes médicinales. Des cueilleuses, je crois. Sont cueilleuses, donc. Grosso modo, le rôle stéréotypé de la femme qui reste au logis et qui s'occupe du logis. Et les hommes qui, eux, partent à la chasse. Sauf que Naru, elle aspire à devenir alors une chasseresse ou une chasseuse. Alors, dans WoW, ils disent chasseresse. Alors, elle aspire à devenir elle aspire à devenir chasseresse. Et son frère qui est, je crois, est-ce que tu peux me remettre le casting s'il te plaît, je t'en prie, qui est Taabé, qui fait partie du descendant de la tribu puisque c'est du chef de tribu puisque c'est la fille du chef de tribu. Lui, il est pressenti pour être le prochain chasseur de la tribu. Et il y a un événement, donc on s'en fout, ça ne spoil pas le film, je vous le garantis. Non, il y a un événement où on voit une météorite s'écraser sur leur territoire. Et la météorite, vous savez ce que ça cache. Et non, c'est pas de l'or, et non, c'est pas de l'aluminium, mais bien un extraterrestre qui est un prédateur qui lui aussi doit passer son brevet de chasse. C'est ça. Exactement. Là est le premier problème du film, mais on y reviendra, je pense. Après. Je trouve pas, moi. En fait, moi, le problème, c'est que. En fait. Il y a pas de problème, t'as pas parlé. Si. T'as fini, au fait, le synopsis ou pas? Non, pas encore. Vas-y, finis-le. Non, dis tes trucs, c'est trop bien. En fait, le truc, c'est que le film est tourné en sorte pour nous faire la surprise que c'est un Predator. Sauf qu'en fait, toute la com derrière le film de Disney+, donc vous le voyez sur cette affiche... Teaser, si. Dès le teaser, en fait, tu vois les 3 points. Alors, tu crois que c'est quoi? C'est ce que je te dis. Tu crois que c'est 3 mecs dans un stade qui... Non mais, et puis, en fait, il y a cette affiche qui est complètement idiote, quoi. Putain, pourquoi tu montres les Predators sur l'affiche, quoi? Et... Bref, et en fait, que vous ne voyez pas, pardon. Donc cette affiche est vraiment l'affiche officielle de Disney+ pour vendre le film. Et comme tu dis, le teaser où on voit que c'est un Predator, mais le film en lui-même est tourné... Alors, même si c'est pas pour faire la surprise, oh c'est un Predator, mais juste l'aspect du Predator, il est tourné en sorte pour que pendant une grosse partie, on ne voit pas le Predator. Il est invisible, on voit que des petits morceaux, on voit que des petits machins et tout. Et en fait, après, la révélation du Predator, mais on l'a vu, on sait que dans le teaser, c'est un Predator. On sait par l'affiche et d'autres trucs de pub de Disney+, l'aspect du Predator, en fait. Et ça, c'est très dommage. Avec la typo du film, t'aurais compris que ça... Avec comment il s'appelle, t'aurais su. Même le teaser, tu vois, en fait, juste prêt... non, mais avec la typo, pense... tu te fous de ma gueule? Oui, parce qu'il y a la typo là. C'est la typo du film. Oui, je sais. Mais s'ils auraient mis juste près sans la typo, on aurait pu douter, tu vois. Non, parce que c'est un argument de vente, le Predator. C'est ça. Moi, je pense que le problème, c'est le fait qu'il soit sorti sur la plateforme directement et qu'il fallait vendre le film pour que les gens le voient. Je trouve, tant mieux, parce que je crois... Attendez, on va y revenir. Mais en fait, ça retire une surprise du film qui est quand même 30 minutes du film qui est réalisé comme ça pour te faire la surprise
à la révélation du Predator, qui pour moi est inutile et une perte de temps alors qu'on aurait pu montrer bien plus. Bah moi je trouve pas, parce que moi du coup vu que je sais que c'est un prédateur qu'il va y avoir dans le film, quand je vois la météorite arriver, puisque oui, en territoire Comanche il y a le prédateur qui passe son brevet de chasse, qui débarque, donc lui son but c'est de faire, le prédateur de toute façon lui il a qu'un seul taf, c'est-à-dire que quand il le lâche sur notre planète, en règle générale c'est pour arracher des têtes avec la colonne vertébrale, et lui son kiff c'est de tuer des gens en se camouflant, c'est hyper cheaté Ce qui un est prédateur. intéressant, c'est que en fait, ce que le Predator fait en venant sur cette planète, comme tu dis, pour avoir le brevet de chasseur, et ben en fait les Comanches le font aussi. Oui, il y a Ouais, il y a un une sorte de... parallèle. Sauf que on va dire qu'ils se battent pas avec les mêmes armes. Hein. Ouais. Parce que là, je crois, je sais plus à quelle époque ça se situe, j'ai pas envie de dire de conneries, Alors, je sais 16e, plus 17e. exactement, j'ai essayé de regarder justement, mais il n'y a pas écrit. Il y a 3 siècles, donc faut que tu calcules après. Bah ouais, donc 17e siècle. Ouais, 17e siècle à peu près. Non, 18e siècle. Ouais, c'est ça. 18e siècle, 18e tu me dis siècle, 3 c'est ça. siècles, donc si c'est en 1700, c'est le 18e. Donc le Predator débarque, les Comanches ne savent pas du tout à qui ils ont affaire, et bien sûr, tout le film se joue entre la rencontre entre la culture amérindienne, donc des Indiens d'Amérique, les Comanches, et le Predator qui lui va les... on sait à quoi ça sert un Predator dans un film de Predator, il casse les couilles, il est là pour te flinguer, et toi ton but c'est de survivre. Et je vais pas raconter plus parce qu'il y a des trucs sur lesquels le film va sur un certain terrain, et à un moment donné dans le film, visuellement, le Visuellement, il est il pas mal. est cool de ouf. Ouais. Déjà, 10 Cloverfield Lane était pas mal, et là, en gros, il y a vraiment des scènes qui sont impressionnantes. Ah, il y a des scènes géniales. Même si il y a des scènes qui servent à rien, où en fait, le Predator, en gros, il est là pour affronter le Predator le plus fort. Donc, il y a une scène avec un grizzly qui est incroyable, hein, on va pas se le cacher. Elle est incroyable, cette scène. Qui est, on est d'accord, mais à un moment, il tue un serpent, un lapin, je crois, et un loup. Alors, je sais pas si, genre, c'est en mode oui, c'est la première fois que je viens, donc je teste ces animaux, mais ça se voit à l'œil quand même que c'est pas les plus forts des prédateurs, tu vois. Je sais pas, tu vois, il s'en fout le Predator. Lui, ouais, il voit, il mais tue. Non, il s'en fout. Bah, justement, non. Alors, parce que quand tu regardes les autres films, c'est pas ça. C'est pas genre, il voit, il tue, parce que dans Predator 1 et Predator 2, ils tuent pas certaines personnes parce que, une, ils sont pas armés, et deux, ils ne les considèrent pas menaçants. Ce qui se passe en plus dans ce film-là, aussi. Oui. Et genre, tu vas me dire que genre un lapin ou un serpent, c'est menaçant. Déjà, est-ce que moi, t'as déjà fréquenté des lapins infréquentables? C'est un prédateur, on n'est pas un prédateur. D'accord. Tu parles comme si tu les connaissais. Mais bon, et après, pour moi, c'est des scènes d'exposition où en fait, c'est là où, comme j'ai dit, le truc tout à l'heure, qui en fait montre, sans montrer le prédateur, en mode oh là là, qu'est-ce que c'est, quelle forme il a, nanani, alors qu'on le sait parce qu'on a vu les teasers. Mais en fait, c'est pour montrer ça, tu vois. Mais j'ai pas vu ça comme ça. Après, il y a aussi l'autre côté. Pour moi, ça fait monter la tension. Qui laisse des marques. Pour les Comanches. Mais c'est quand même ça gros. Pour moi, c'est gros. Mais non, moi, je m'en fous pas. Mais si, on s'en fout. Moi, je m'en fous pas. Mais mon gars, il y a un extraterrestre avec des dreadlocks qui débarque. Mais on s'en fout parce et qu'il y a des lasers. Mais non, tu m'as dit qu'on s'en foutait pas. Alors, tu parles de l'aspect, toi. Dans le Predator 1 et 2, ça marchait très bien. Bon, on parle pas des suites qui sont plus ou moins... Enfin, Predators avec un S qui a raté. Bon, le dernier, The Predator, où ça peut se discuter, mais bon, c'était pas non plus foufou. Dans le Predator 1 et Predator 2, ça marche. Là, t'aurais pu faire que ça marche, parce que tu l'as, la recette, tu vois. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Mais non, parce que, en fait, même le personnage... Moi, je suis content que le personnage principal soit une femme. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je suis vraiment content. En fait, c'est intéressant. Après, c'est intéressant parce que c'est bien fait dans le film. Après, ça aurait pu ne pas être intéressant parce que c'est en mode notre époque. Il faut qu'on ait des héroïnes, donc il faut qu'on mette une femme. Et bah là, je trouve que ça le fait pas. Et ben, en fait, si. Je pense que c'est pour cette raison. Mais le réalisateur a été intelligent et l'a plutôt bien amené et bien fait. Et puis, elle est bien écrite. Et oui, ben c'est ça. C'est ça qui est bien. Et ce qui est alors, moi, pareil, je connais pas la Comanche. Mais en fait, les hommes acceptent surtout. Son frère l'accepte, d'accord, mais les autres, alors à part un qui se rebelle, les autres acceptent assez vite que, en fait, elles partent à la chasse déjà toute seule et d'une avec eux après pour chasser. Je trouve que il y a 3 siècles, je suis pas certain si les hommes auraient réagi vraiment. Je trouve que c'est un comportement de maintenant, de personnes de maintenant. Après, c'est un détail, hein. C'est un détail. Je trouve que c'est un peu anachronique leur comportement, mais bon, après, voilà, comme je dis, c'est un détail. Le reste, je trouve que, comme tu dis, le personnage est plutôt bien écrit par rapport à sa situation, en fait. Ah oui, non seulement elle est très bien écrite, en plus de ça, moi, l'actrice, franchement, l'actrice est cool. Elle est vraiment vraiment cool. À vrai dire, je la connaissais pas de ouf. On va voir ce qu'elle a fait. Alors, apparemment, elle a réalisé des courts-métrages. Avatar. High Road.
Ice Road? Mais oui, c'est celle avec qui Liam Neeson, quand ils font la truc en truck, et bah il y a une femme qui conduit les camions, c'est elle. C'est vrai? Oui, Waouh. ouais, la seule femme qui conduit les camions avec Et eux. dans le vétéran d'ailleurs. Ah, Mais c'est bah une oui, employée, c'est celle qui passe la grille et qui est blessée. Eh oui, c'est encore elle. Non, regarde, employée de station-service. Ah, je crois que c'était Non, elle. donc, non, tu vois. Mais en tous les cas, là, elle a le premier rôle, elle s'en sort très bien. Et très très bien. Ouais. Les C'est scènes vraiment, d'action sont cool. Le Prédateur, le Prédateur. Et le Predator. Ça, c'est le titre québécois. Le Prédateur, Le Prédateur. il est. Alors, déjà, moi, je suis vénère parce qu'il a un nouveau design au niveau du J'aime casque. bien. Et je suis triste. Bah non, ouais, justement, je kiffe. Et je suis triste de me laisser spoiler par Bah, Instagram. c'est ce que je te dis. Mais c'est Instagram. Mais c'est même pas Instagram. C'est pas la pub de ça qui me l'a spoilé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas des gens qui ont leak la truc. C'est Mais tu sais, vraiment. il y a une autre affiche qui est mieux que celle de la prise. Hein. Bah, moi, j'aime bien cette affiche-là. Non, mais il y a une Ça, affiche. c'est l'affiche officielle. Il y a une autre affiche qui est encore plus zinzin que ces deux-là. Zinzin. Alors, Ouais, il a tape dit zinzin, on zinzin. va aller voir. Vraiment. Moi, je la trouve tellement cool. C'est une affiche promo en fait, c'est pas une affiche. Dommage, parce que ça, ouais. tu vois. Elle est cool. Elle est moi, cool, je l'aime celle-là, beaucoup. ouais. Je l'aime beaucoup cette affiche. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai été super content. Je crois que c'est l'un des films les plus réussis sur les Predators que j'ai vu depuis Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson. Et Dieu sait que ça me coûte Je de pense dire que cette t'as phrase-là. raison. Parce que Alien vs Predator de Paul Bah, W.S. en vrai, Anderson, t'as pas revu Aliens vs Predator. Écoute, tu sais, il y a des films comme ça, comme Oui, Van Helsing et tout. Bah, Tu en sais, je vrai, les Van revois. Helsing, je pense que ça va, mais Alien vs Predator, je pense que c'est celui qui vaut mieux garder son souvenir. Parce que quand on l'avait vu au cinéma, je me rappelle, on avait même fait un pari tous les deux. Moi, j'avais Oui, parié c'est sur vrai. Predator, tu avais parié sur Alien. C'était un gros événement quand même. Et c'est ce incroyable. film-là. Donc, depuis ce film, j'avais vu, je me rappelle, le 1 avec Schwarzy, j'ai jamais vu le 2. Le 2 est incroyable. Moi, le 2 fait partie de mes préférés Predator. Et j'ai vu après AVP, donc Alien vs Predator. Et d'ailleurs, il y a une référence au 2 dans ce film-là Oui. que tu n'as pas eu parce que tu n'as pas vu le 2. Mais exactement. Mais du coup, il y a des références aux autres films, ça c'est cool. Ouais. Et en fait, il est ça- brutal en plus, le film, attention. Il est ça, brutal. Ça ouais. envoie du Bah, il lourd, est hein. sanglant, hein, il est brutal, il est sanglant. Il y a du sang, contrairement à, Merci Disney+. à Black Adam et Black Panther. On en parlera jeudi. Mais Disney Plus tente des choses. Alors, faut savoir que c'est c'est la Fox parce qu'ils ont racheté les droits d'Alien et de Predator. Donc là, Disney a le droit de Predator et Alien. On va voir ce qu'ils en font. En tout cas pour ce Predator-là. Mais par contre, ce Predator-là était déjà dans les cartons avant qu'ils rachètent. Hein. D'accord. Donc en vrai, ils l'ont sorti et c'est cool. Ils n'ont pas fait une Warner Bros. Mais s'ils font des trucs comme ça, des projets comme ça peut être vraiment intéressant. Ah, et moi je suis plus qu'hypé. Franchement, ce film, j'ai presque envie de lui mettre un 4 sur 5. J'ai presque envie de lui mettre un 4 sur 5. Mais je vais lui mettre un 3 sur 5, mais un bon gros 3. Bah moi je vais faire pareil, un 3 parce que en vrai on a vraiment bien kiffé parce qu'on l'a vu ensemble, on a vraiment bien kiffé. On était Juste contents. une chose, en vrai j'aurais pu mettre moins, mais sachant qu'une chose c'est que en fait on l'a vu en VO en anglais Ah, et ça, faut que tu le dises. sur Incroyable. Disney+, on a vu après, en fait on s'est dit à la fin du film, putain c'est vrai que ça aurait été cool que ça soit en comanche. Et ben ils l'ont pas mis en avant, mais sachez qu'il y a une version comanche sur Disney+, donc il n'y a pas de sous-titres français je crois. Non, qu'on a ils vu. sont en C'est en anglais. anglais. Mais c'est pas très grave. Franchement, c'est vraiment pas très grave. Et ça rend 1000 fois mieux. Ah, c'est La génial. version comanche du film est incroyable. Le film a été tourné en comanche, mais rendez-vous Ouais. compte. Mais ça, c'est qu'on parlait de la dernière fois de la. Ouais. Bah, ça, tu vois, en VF, tu ne l'as pas. Alors, ouais, Tu vois, quand je te disais que la VO, ça peut être utile. Eh, vlan. là, je me réfère à un film de Mel Gibson qui s'appelle Apocalypto. J'ai pas vu. Et tu peux le voir en VO et il y a une partie de la VO qui est intéressante, mais toute la partie du film est tournée. Alors, je sais plus c'est quoi la langue, mais la langue des indigènes de Apocalypto. Mais c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et en fait, mais c'est dommage qu'il l'ait pas mis en avant parce qu'on est passé à côté, malheureusement. T'es sûr qu'on l'a regardé en anglais, qu'on l'a pas regardé en français? Non, on l'a regardé en anglais et c'est qu'après où tu sais, on s'est dit putain, ça aurait été bien que ça soit en comanche et qu'en fait, on a vu quand on a Ouais. quitté le film sur la plateforme qu'il y avait un autre truc marqué comanche. Ouais. On se fait oh putain, merde, Incroyable. c'est dommage. Incroyable. Donc, si vous l'avez pas vu et que vous pouvez le voir, il y a une version comanche sur Disney. Et regardez-le en comanche, c'est cool de fou, franchement, là-dessus. Et il mérite son 3 sur 5. Merci au réalisateur. Merci d'avoir fait revivre cette légende du cinéma. Ça nous fait plaisir. On souffre moins. Et on va débriefer un 4e film. Alors là, faut choisir. On a le choix entre 2 films. Alors lequel que tu veux? Est-ce qu'on se prend la tête? Parce qu'il y en a un, on va se prendre la tête, c'est sûr. C'est lequel on se prend la tête? Bah, le premier, on va se prendre la tête, je pense. Mais même pas nous deux, je pense, on va se prendre la tête par rapport à son propos. Et l'autre, on va moins se prendre la tête, mais on aura quand même des choses à dire. Alors le problème, c'est que l'autre, j'ai. Est-ce que tu veux que ça soit léger ou pas? Non, moi, pour le 23 septembre 2022. Celui-là, il m'a interpellé. Il t'a Vraiment. interpellé. Ouais, je pense qu'il y a des choses à dire sur celui-là.
Et nous allons nous parler de Athéna. Voilà. Donc, Athéna, sorti le 23 septembre 2022 sur Netflix, réalisé et scénarisé par Romain Gavras, qui avait réalisé Notre jour viendra, et j'ai pas les photos, mais je vous mettrai après. Notre jour viendra et Le monde est à toi. Au scénario, on peut retrouver aussi Ladji Ly, qui a réalisé Les Misérables, et Elias Belkedar, qui a scénarisé Mes jours de gloire. Donc, alors, pour Elias, je sais pas, je le ne connais pas, mais pour Romain Gavras et Ladji Ly, ils font partie du collectif Courtrage Mais, avec Mathieu Kassovitz et Kim Chapiron. Voilà. Donc, en acteur, on a Dali Ben Salah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Wassini Mbarek, Alexis Manenti, Mehdi Abdelhakmi, oh là, il est dur à dire celui-là, Abdelhakmi, ouais. Karim Lasmi, Biran Bon, après il y en a d'autres, mais on va rester sur ces personnages, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages dans le film quand même. Eh oui, il y a pas mal de personnages. Pas mal de personnages pour nous raconter quoi comme histoire? L'histoire d'une bavure policière qui donne lieu à une révolte au sein d'une cité dite difficile, qui est la cité Athéna, où en fait le frère du jeune qui a été victime de la bavure et qui est décédé mobilise autour de sa cause tous les habitants de son âge, ou en tous les cas de sa tranche d'âge. Enfin, peut-être pas sa tranche d'âge, parce qu'il y a quand même des grands, je crois, avec lui. Enfin, on ne peut pas voir, parce que c'est vraiment une masse, mais énormément de personnes de sa... En tous les cas, des jeunes. Cité, c'est vraiment, on va dire, la moyenne d'âge, ça se situerait haut de l'adolescence et un peu entamé dans la... Il n'y a pas de... Non, parce que les anciens, ils ont un autre rôle dans le film. Et suite à ça, il y a une vraie opposition entre l'institution française représentée par la police et un militaire, et ces jeunes de quartier qui sont complètement enragés de ce qui leur arrive. Donc la cité est assiégée, la cité Athéna, et c'est tout ce qu'on peut vous dire sur le film, puisque ça part de là. Alors, Rominou, on va discuter, toi et moi, parce que ce film a visuellement... le film commence par un plan séquence de dingue, où on peut d'ailleurs voir Kobalade. Oui, alors moi je l'ai pas relevé, Kobalade, mais apparemment oui. Incroyable quand tu le vois. C'est-à-dire que Kobalade, il est là. C'est-à-dire que le film commence par une scène très particulière. D'ailleurs, une scène. Faudrait que je le revoie juste pour voir sa tête. C'est vrai, j'ai pas vraiment. Une scène qui n'existerait jamais dans. Enfin, pour moi aujourd'hui, elle n'existerait pas dans la réalité avec autant de facilité, parce que je trouve qu'elle est un peu facile cette scène, mais soit. Kobalade, faut savoir aussi qu'on l'a pas dit, mais Romain Gavras c'est un clipper. Il a fait justement un clip qui a fait polémique pour Justice. Ouais. C'est là où il s'est fait connaître, mais il a fait des clips pour Kanye West, il a fait des clips pour des grandes personnes aux États-Unis et en France aussi. C'est un clipper. Et en fait, sur ce film, ça se voit, dont la scène, justement, l'intro, qui, genre, tu dis, ça ne pourrait pas se passer. Je pense que tu as un peu raison, en vrai. Mais c'est vraiment un style de réalisation, là, pour cette scène-là, un style de réalisation de clipper. Ah, par contre, enchaîner la réal sur après. Et le plan séquence, parce que c'est une scène qui est vraiment en plan séquence, pour nous amener ensuite à la fin de la scène qui annonce le film, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros plan. Je crois que la fin de la scène, c'est... c'est celle-là. C'est exactement ça. C'est celle-là, la fin de la scène du premier plan séquence. Parce qu'après, en fait, tout le film est composé de plein de plans séquences. Plein de plans séquences où en fait il y a une sorte... Bon, le plan séquence, on le sait, on pense, en tous les cas je pense, je vais pas parler pour toi, que c'est une manière d'amener l'œil du spectateur à suivre l'action de bout en bout, comme s'il était plongé dedans. En fait, c'est pour rythmer le film. Là, pour le coup, on n'est plus dans casser le quatrième mur, on est complètement dans un... On veut l'immersion, voilà, on bosse sur l'immersion, ce qui marche très bien au début. Donc il faut savoir que pour moi, ce qui marche vraiment tout le long du film. Le problème, je pense, c'est pas la réalisation. Alors ouais, parce que non mais j'essaye de le vanter parce qu'après je vais le détruire. Je vais le détruire sur pas mal de points. Déjà, il y a des trucs... Enfin, bon, attends. Déjà, la réalisation, elle est belle. La colorimétrie... On peut revenir sur le scénario de Black Adam ou pas, non? On a encore temps ou pas? Non, parce que là, le scénario... C'est pas que le scénario est pas riche, parce que le scénario, en soi, je vais même pas, il est crédible et intéressant. Je vais même pas te contredire, en vrai. Il y a des trucs que moi, quand je l'ai vu, parce que moi, je l'ai vu avec ma copine, et il y a des trucs que je lui ai dit qui vont faire écho à ce que toi tu vas dire, peut-être un petit peu plus virulent, mais non, peut-être pas virulent, parce que je pense que voilà, visuellement c'était classe. Oui, alors visuellement c'est beau. Pour moi, visuellement c'est incroyable. Je pense que niveau réalisation c'est son meilleur film.
Après, on parlera du scénario après. Et niveau production de la plateforme Netflix ou même française, c'est juste incroyable ce truc. C'était un tour de force pour moi. C'est pratiquement du jamais vu. Même dans l'ensemble des films tournés en plan séquence, on peut rappeler les The Revenant ou alors un film qui s'appelle The Revenant est intéressant. On pourra le regarder ensemble si tu veux. Avec Leonardo DiCaprio. Ou Victoria, qui lui vraiment est un seul plan séquence sur une seule nuit qui n'a aucune coupe. 1917 aussi. 1917, mais lui il a des coupes et parfois tu les vois les coupes. Bon là il y a des coupes que tu vois, mais 1917 est tourné comme un film genre sans coupe, mais tu vois comme tu les coupes. Mais là c'est français et la réalisation est incroyable. Après je pense qu'on peut passer sur l'autre point qui est un peu plus compliqué. Donc les forces de l'ordre commettent une bavure où un jeune trouve la mort. Alors la thématique des bavures policières est une vraie thématique de société qui revient très souvent, malheureusement, même dans notre réalité. Surtout en ce moment, que ça soit en Europe ou aux États-Unis. Et bon, on va parler du cas français puisque le film se situe en France. C'est un vrai problème puisque vous avez d'un côté donc des blocs de syndicats policiers dont j'ai vu un court-métrage sur YouTube. Police en colère. Oh non, tu l'as vu vraiment? Je l'ai vu. Oh là là, j'ai vu l'affiche. Déjà, c'est incroyable. Ce mec-là, c'est-à-dire le jeu. Ils ont pris un acteur. Je veux pas qu'on fasse leur pub dans la BDR. Non, faut pas. Mais le jeu d'acteur. De toute façon, si vous avez Twitter. Écoute, moi, quand j'ai vu, parce que je connais je ne vais éviter la diffamation. Donc, je connais la personne qui est derrière cette initiative. Enfin, je la connais pas personnellement, mais je connais ses soubresauts médiatiques. Et j'étais, oui, pour être le barbu originel, casse ta gueule. Je connais ses soubresauts médiatiques. Et du coup, j'ai été curieux. Et puis, je me suis dit, tiens. Et en plus, je me suis dit, ça dure 1h30, c'est mort. J'ai vu que ça durait à peu près 15-20 minutes. J'ai dit, ah, d'accord. Okay. Ouais, ça dure 20 minutes. C'est-à-dire que comme moi, j'ai regardé. Et donc, bref, je vais pas raconter ce film-là, mais la thématique de la violence policière est abordée. Donc, vous avez d'un côté les syndicats de police, pour beaucoup, qui plaident pour une présomption de légitime défense. Alors, le problème qu'on a avec sociétalement, je ne vais pas émettre un avis partisan, mais bon. Un peu quand même. Le problème qu'on a avec une présomption de légitime défense, c'est que lorsqu'un policier sort une arme et qu'il l'utilise, il faut qu'il justifie de l'utilisation de cette arme, puisque cette arme est une arme létale. À ce que je sache, je me sers pas d'un flingue pour faire de la pâte à crêpes. Mais là, on nous laisse entendre dans cette société que, vu que la population devient de plus en plus dangereuse, il est tout à fait normal que les policiers tirent. Et le problème que ça a posé notamment cet été, c'est que des gens qui étaient par exemple passagers d'une voiture, donc qui ne conduisaient pas, qui n'étaient pas derrière le volant, se sont retrouvés morts par des tirs de policiers. Derrière, soutenu par les syndicats de police qui plaident la légitime défense, sauf que lorsque un passager se fait tirer dessus au niveau de la tête... Je crois qu'il a... Alors si on parle bien de... Il y en a eu deux des faits divers comme ça, celui avec la copine, là, qui était dedans, il a tiré, c'était pas sur la copine, mais en fait, comme tu dis, quand tu sors ton arme, bah, t'as des entraînements. Donc, si tu tires, c'est pour atteindre la cible que tu veux tirer. Et normalement, il devait pas tirer la passagère. Bref, c'est un débat... Oui, normalement, il devrait pas. Mais c'est un débat, et aussi ce film fait écho à l'affaire Zayed Ebouna. En fait, il y a un vrai problème sociétal dans ce pays, malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de dialogue entre donc la population et le corps institutionnel policier, certes. Les deux parties sont en souffrance, l'un au niveau des effectifs et des moyens qu'on leur alloue, ainsi que à l'encadrement qui est fait au niveau des nouvelles recrues, et aussi, et on va pas se mentir, parce qu'il faut dire les choses, et je mets les pieds dans le plat sans chaussettes, et aussi avec une institution qui a une façon de se comporter plus que douteuse, parce que s'il manque d'encadrement et si on ne dit rien à certains gradés fonctionnaires qui ont des comportements limites, ça va pas aider à ce que ça s'arrange. Et voilà, et passez le mot à GG, parce que ça, c'est pas normal. Et je dis non. Et oui. Non. Donc il manque de formation, il manque d'encadrement, mais le problème c'est qu'il y a aussi un discours, et moi je le dis, j'en ai rien à secouer, je m'en fous, il y a un discours dans ces endroits, je ne vais pas rentrer dans les amalgames, mais malheureusement le discours institutionnel qui existe au sein de l'institution policière française et au sein des commissariats, très souvent, il est relaté et relayé par des gens qui ont des pensées qui flirtent avec l'extrême droite. Et vous vous doutez bien que ça ne va pas aller de pair avec les cibles numéro 1 de cette pensée politique, qui est les jeunes de quartier. Et donc, très souvent, ça fait des étincelles, puisque le gouvernement refuse
à tout prix de mettre les mains dans le cambouis, de régler institutionnellement les problèmes de moyens, les problèmes de personnel, les problèmes de ressources humaines, les problèmes de justice aussi, et aussi les problèmes d'égalité dans les quartiers, et remettre ce qu'on n'avait pas mis à la police de proximité, etc. Des choses qui faisaient tampon, en fait, et qui permettaient à la population de tisser un lien avec l'institution policière, qui n'existe plus depuis quelques années. Merci Lionel Jospin. Et la justice est en PLS aussi. Mais oui, la justice, tellement en PLS qu'aujourd'hui, la justice... Bref, je vais partir vénère. Donc la thématique qui est abordée dans le film, elle est intéressante, parce qu'il y a moyen de creuser. Donc là, on arrive dans ce film, c'est le point de rupture. Parce qu'il existe ce point de rupture, un jour où les jeunesses de quartier et l'institution et l'État, parce qu'on peut parler de l'État, parce que la police représente l'État, ne seront plus en mesure de communiquer. Et quand on communique pas, qu'est-ce qui se passe? Oui. La bagarre. Après, il y a un début qui est intéressant. Ah oui, c'est chaud. De Castagueule parle bien. Tu parles bien. Tu tweets vrai. Ah oui, oui. Il tweet vrai. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le début est intéressant parce qu'on suit le personnage que vous voyez en avant ici, mais on suit aussi son frère. On suit en fait, est-ce que le jeune qui est mort? C'est ça, c'est le petit frère de ces deux-là. C'est le petit frère de ces deux-là. En fait, la première image, c'est le personnage de gauche qui, lui, en fait, est enfant de... Oui, il est enfant de la cité qui s'appelle Athéna et militaire, en fait. Donc, on va dire qu'il est entre les deux. Et il va être porte-parole d'un côté pour son frère qui, lui, mène la révolte dans la cité, et aussi pour la police qui est de l'autre côté. Et en fait, moi, je trouve que partir avec ce personnage-là est vraiment intéressant parce que c'est pas vraiment la neutralité, mais c'est un truc genre négociateur en mode mais j'ai envie que ça se passe bien. Et en fait, ça part comme ça au début et c'est plutôt intéressant. Il fait partie de l'État. Oui. C'est-à-dire que c'est un militaire qui représente l'État et puis il représente un autre corps institutionnel, parce que vous avez le corps militaire, donc il y a le corps judiciaire dont parle Castagueule, le corps policier et le corps militaire avec les gendarmes, et là pour le coup c'est un militaire, un militaire. Donc même si les gendarmes sont des militaires, on va dire il fait pas partie de la maréchaussée, lui c'est carrément, il est dans l'infanterie ou l'armée de terre, etc. Donc lui son frère a été touché, donc il y a une affaire personnelle entre le procureur et ce fait divers pour pouvoir dénouer le nœud de l'affaire. Le responsable des policiers sur le terrain qui affronte les jeunes de quartier, je crois que c'est comment il s'appelle? Alors je pourrais pas dire, c'est l'afrodescendant. C'est lui? Non, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas Biranba? T'es sûr? Si, c'est lui le policier. Non, c'est pas lui le policier. T'es sûr? Non. Eh ben, il me semblait. Tu crois? Il me semblait. Parce que je sais que le policier qui noue une amitié avec le militaire... Alors maintenant, tu me colles un doute. Peut-être que c'est pas lui alors. Mais bon, en tous les cas... Si, je crois que t'as raison, c'est lui. Donc, je crois que t'as raison. Donc il y aurait... Alors, je vais pas dire quoi, parce que ça c'est le truc qui m'a énervé dans le film. À un moment donné, un doute subsiste. D'ailleurs, qui est dit par lui... Alors, après, c'est pas expliqué parce qu'il y a une enquête en cours. C'est-à-dire que pendant l'affrontement, il y a une enquête en cours. Et en fait, il y a des rumeurs. Données par les policiers et les médias, donc on voit à la télé, et qui est, on va dire, mal accueilli par les jeunes de cité. Ah bah oui. En fait, les jeunes de cité, ils ont justement, comme vous l'avez vu sur cette photo, assiégé la cité d'Athéna, et ils ont des revendications qui est la justice, en gros, et de juger les policiers qui ont, alors je crois qu'ils sont 2 ou 3, je crois, quelque chose comme ça, ils sont 3, je crois. 3 policiers qui auraient tué le petit frère, quoi. Voilà, qui auraient tué le petit frère, et bien sûr, l'autre version qui est défendue et par le corps institutionnel policier et par les médias, innocente les policiers. C'est ça. Innocente les policiers. C'est une version qu'on peut entendre. C'est une version facile pour ma part. Oui, mais réelle. Alors, là où le film est intéressant... Il se serait contenté... En fait, ça aurait été intéressant s'il se serait contenté que de ça. Et qu'on aurait été en mode... on aurait eu l'information que par les médias. On aurait dit c'est une affaire par les médias, tu crois ou pas les médias, ça c'est comme tu veux. On serait resté là, oui, avec la scène de fin. Attends, pour ma part, c'est ce qui gâche le tout. Je vais mettre des coups de coude dans la fourmilière et je suis pas totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur un point, mais pas sur un autre. Les personnages, bon, au niveau des dialogues, je vais rien dire, sont clichés. C'est le gros problème de ce film. Vraiment, pour moi, ces deux personnages-là sont
En fait, la cohésion entre ces deux personnages sont bien intéressantes parce que, on l'a pas dit, mais vous voyez, il y a écrit une tragédie de Romain Gavras. Donc une tragédie, c'est comme une tragédie grecque. Donc parce que monsieur est le père de Costa Gavras, oui, c'est le fils de quelqu'un, déjà d'une, hein, et il est grec, donc il fait une tragédie grecque. Pour ma part, c'est pompeux et en vrai, principalement, tous les acteurs de la cité sont, je pense, d'origine arabe, je pense. Parce que, Afrodescendante, hein, ouais, et ça aurait été intéressant, je pense, de partir justement sur une légende ou un truc, un récit oriental, plutôt qu'un récit grec qui, là, juste par rapport à la nationalité de son réalisateur, pas grand-chose à voir. Je pense que ça aurait été plus intéressant. En fait, ce qui est intéressant dans la tragédie, c'est que ça affronte justement les deux. Alors là, il y a un troisième frère, mais pour moi, le troisième frère, Il est c'est incroyable. Vraiment... Alors, l'acteur est incroyable. Il est incroyable. Pour moi, il ne sert à rien. Il est très drôle. Et il doit pas être drôle, les mais personnages sont caricaturels, mais alors celui-là, c'est le summum de caricature, c'est incroyable. La relation entre les deux frères est vraiment une relation de tragédie grecque, on peut le dire, et c'est vraiment intéressant. Sauf qu'à un moment, le personnage, le grand frère là de gauche, bascule et sans aucune. Enfin, il croyait qu'il faisait du Shakespeare. Bah, non, il croyait qu'il faisait du Shakespeare, sauf que c'est pas Shakespeare. Il y a une raison qui. Ouais, non, mais. Non, je suis désolé. Moi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je dis pas, voilà, toi tu dis que ça fonctionne pas. Moi, c'est pas tant ça qui m'a dérangé. On va dire des trucs un peu plus. Après, il y a plein d'autres choses. J'ai vu ça un peu comme une scène de théâtre avec des personnages allégoriques, en fait. Oui. Mais c'est exactement ce qu'il voulait faire. Hein. Oui, exactement ce qu'il voulait faire. Oui, cliché et brouillon. Dans un sens, elle a un petit peu raison. Alors, brouillon, non, cliché, oui. Alors, cliché, il l'est. Oui. Et il est notamment parce qu'il y a un personnage. Ça, il faut. À un moment donné, au début du film, vous entendez donc des médias qui parlent et ils disent la phrase fiché S. Moi, ça m'a fait tilt dans ma tête. Et il faut savoir qu'il y a. Je vais pas te dire pourquoi il y a un fichier S dans la cité. La fin du film, par rapport à ce que fait cette personne, ce qu'elle représente, parce qu'il faut savoir que idiot. C'est facile. Et alors, d'un côté, ce film critique quelque chose et il se sert d'un stéréotype pour le nourrir. C'est idiot. En plus, je rêverais de lui parler, moi, à Romain Gavras, parce que franchement, on a des choses à se dire. Ouais, bah, surtout sur ce personnage-là, parce que quand en fait je l'ai vu arriver et qu'ils te le disent pas tout de suite, c'est vrai que moi j'ai pas fait le lien avec les médias quand tu l'entends. Moi, je l'ai entendu au début, mais je me suis dit, bah, il dit ça parce que faut jeter de l'huile sur le feu et justifier la. Et en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, c'est un personnage qui est peut-être trisomique ou quoi et tout. Bah, je pensais qu'il était autiste. Ouais, je parlais pas de trisomie. Moi, je pensais qu'il était autiste Asperger. Et vraiment, en fait, la scène où tu le vois arriver, c'est une bonne scène, une belle scène. Très bien. Il y a le chaos autour et lui, il est en train de planter des fleurs au milieu de la cité, donc au milieu de ce bloc de béton. Je fais putain, c'est intéressant et tout. Après, le développement de son personnage est catastrophique. Il est oublié pendant tout un pan du film. Ah ouais, alors ça, ils te le mettent là, il fait t'inquiète, c'est le fusil de Tchekhov. On te le met là, mais on va s'en servir. Oh là là, et quand il s'en sert, mais mon Dieu. Non seulement il s'en sert d'une mauvaise manière, mais en plus de ça, parce que c'est ça le problème de Romain Gavras dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect réalisation, je suis pas réalisateur, je peux pas dire comment tu réalises ton film. Mais là, vraiment, on met la réalisation de côté, on se focalise même sur le scénario, je le mets. Bah, c'est même plus le scénario, c'est comment t'écris tes personnages, comment tu les montres avec les thématiques que tu prends. Et est-ce que tu sais, gros, à un moment donné, qu'il va y avoir des franco-arabo-musulmans qui vont voir ton film. C'est surtout que derrière, t'as Lajli en scénariste qui a fait Les Misérables, ou quand on a vu Les Misérables. Pas l'écart entre ces deux films. Et on se dit, putain, c'était plutôt bien géré dans Les Misérables, même s'il avait des défauts, c'était bien géré. Comment il a pu laisser passer même des trucs comme ça, quoi. L'équilibre que t'as au niveau des policiers dans Les Misérables, où t'as ceux qui sont un peu. Enfin, t'as celui surtout qui est un peu limite, qui est aussi un stéréotype, tu vois. Avec celui qui d'ailleurs n'est pas du tout limite, qui lui ressemble. Ouais. Et ça, c'est cool, tu vois. Donc, même les policiers dans Les Misérables, même si beaucoup de syndicats de police ont dit que c'était un film anti-flic, je mets au défi n'importe quel policier de se mettre à côté de moi et de me dire ça, c'est anti-flic. Vas-y, prouve-le-moi, genre. Et on débat, hein. Moi, je suis chaud pour débattre de ça, il n'y a aucun problème. On dirait que tout sert à justifier l'esthétique du film, mais le reste est presque secondaire. C'est complètement ça. Je pense que oui, t'as un petit peu raison. C'est même pas que secondaire, c'est-à-dire que la fin du film, moi, j'ai trouvé ça ouf de la manière dont c'est amené. C'est-à-dire visuellement quand je vois le truc, mais après, bah, tu te dis, bah oui. Alors du coup. Et de la fin du film ou dans le film ensemble? Non, la fin du. La Juste scène. La fin. La scène post-générique, même si c'est pas une scène post-générique. Ah, tu parles de la scène qui clôture le film. Moi, je l'ai trouvé débile. J'ai vraiment fait. Non, t'avais pas besoin de ça. Genre vraiment, t'avais pas besoin. Mais en dehors du fait qu'elle est débile, vas-y, passons. Ça, c'est une émotion que t'as. Tu dis, je trouve débile. Donc ça, c'est ton impression que tu donnes. Maintenant, on va aller plus loin. Quand tu vois cette scène, intellectualisons le truc. Qu'est-ce que ça dit? À un moment donné, cette scène, à elle seule,
rend légitime ce qui ne l'est pas. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. Alors je sais ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire, t'as vu, au final, ça fait tout le monde perd. Ouais, voilà. Grosso modo, c'est ce qu'il veut nous dire. C'est d'où la tragédie, en fait. Bah oui, mais c'est mal bringué. En fait, je pense que justement, c'est pour justifier le fait qu'il les vend, parce qu'il le vend, il dit j'ai réalisé une tragédie, ferme ta gueule déjà. Alors, il s'auto-kiffe. Alors, franchement, Romain Gavras, c'est que son dernier film, Le Monde des Tatouages, est incroyable, regardez-le, mais là, il a perdu de mon estime et. Moi, maintenant, j'aime Ladjili, même si je suis pas un fan, mais il y a plus que Kim Chapiron qui peut sauver les meubles dans le collectif de Courtrajmé. Moi, depuis qu'on a été voir l'expo, tu sais, je commence à avoir un peu de mal avec cette gentrification de la misère sociale française. Malheureusement, j'étais pas d'accord avec toi, mais c'est vrai que là, avec ce film-là, cette espèce d'idéal de mec de cité, tu vois. Et le problème, c'est que bon, Ladjili, non, donc il peut être, il peut ne pas être là-dedans, mais Mathieu Kassovitz est fils de personnes, de père et mère qui sont célèbres, qui lui ont mis le pied à l'étrier pour ça. Romain Gavras, c'est le fils de Costa Gavras, quoi, donc un des plus gros réalisateurs européens, tu vois, grecs et puis français, parce qu'il avait réalisé des films français, tu vois. Donc en fait, comme j'ai entendu sur les réseaux, c'est c'était quoi le propos? Je l'ai oublié. Non, c'était quoi le propos que je voulais sortir? Bref, j'ai oublié. C'est fantasmer la cité, en fait, et c'est vrai. Alors, ça m'avait pas sauté aux yeux avec Mathieu Kassovitz, mais c'est vrai que maintenant on dit comme ça un petit peu. Mais avec Romain Gavras, là. Ah non, mais c'est. Alors, en fait, en plus, et sérieusement, même si je sais pas combien vous êtes sur le live, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet pour plein de raisons réelles, parce que je sais qu'on est tous dans nos vies, dans notre travail, dans notre famille, on a plein de trucs à penser. C'est-à-dire que là, en plus, les prix augmentent. Je veux dire, tout est compliqué en ce moment pour tout le monde, on le sait. D'ailleurs, on espère que la BDRTV vous amène, malgré des fois les thématiques qu'on aborde, un peu de bonne humeur, voyons, rigolez. Mais ça, c'est un vrai sujet de société, parce qu'en fait, le problème qui se passe avec les quartiers dits populaires, je vais pas dire difficile, moi, personnellement, mais en tous les cas, le problème des quartiers, des personnes. Et ceux qui y vivent, je vais te dire que l'un des plus gros snapchatteurs français vit dans un quartier de Perpignan qui est dégueulasse. C'est pour ça que je dis selon des personnes. Voilà, donc ces gens y vivent quand même. Alors je dis pas que tout est beau, tout est rose. Le trafic des drogues ne fait plaisir à personne. Les bagarres et les détériorations ne font plaisir à personne. Bien sûr qu'il y a un travail à faire. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Mais le problème et la vérité, c'est que l'État ne veut jamais prendre ses responsabilités là-dessus, ne veut pas investir parce que investir coûterait énormément d'argent. Donc on préfère ne pas investir et mettre des pansements. Mais ce problème-là va exister dans les... Je sais pas. Il y a eu en 2005 un premier point de rupture avec la révolte des banlieues, puisque ce film-là forcément découle de ce qui s'est passé en 2005, qui avait marqué pendant près de 2 ou 3 semaines ce qu'on a appelé la révolte des banlieues. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y avait un grand plan urbain qui avait été décidé, etc., qu'il fallait remobiliser, réparer l'institution policière, remettre de l'espoir, remettre de la vie dans les quartiers. Bon, j'ai travaillé comme CPE dans une cité difficile, rien du tout, hein. C'est-à-dire que dalle. Je dis pas que les politiques de la ville, il y a que des gens incompétents, je dis juste que c'est mal réparti, c'est mal géré. Je pense que l'État n'a pas le regard sur tout, et parce qu'aussi on s'enlève des moyens depuis 20 ans, donc c'est tout à fait normal qu'on n'y arrive plus au bout d'un moment, et que là, le problème risque de se poser. Parce qu'on nous dit que la société devient de plus en plus violente, d'un côté, on se monte tous du doigt, mais le problème qu'il y a derrière, c'est-à-dire le problème, disons-le clairement, du fascisme, en tous les cas, le problème de l'extrémisme, et je parle bien de l'extrémisme de droite, je ne parle de rien d'autre, il attend. Et avec ce qui s'est passé pas plus tard qu'aujourd'hui, tout est un problème. Mais c'est pas un problème pour nous, parce que même si on galère à payer nos factures et qu'on galère à aller faire les courses, on n'a pas ça en tête tout de suite. Mais si vous avez des enfants, des petits frères, des petits cousins, ou si même vous voyez dans 10 piges, désolé de vous peindre un tableau qui est pas très beau là. On a censuré un article aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un procureur, il y a un article qui met en cause un politicien, le procureur il a appelé Mediapart, il a dit jamais ton article il sort, j'ai une décision de justice, procureur ou je sais pas qui, et du coup il a raccroché, l'article interdit de sortir. Et c'est pas un article à charge ou quoi, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, on est quand même dans un pays où, tu vois, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors moi je vais pas dire qu'on vit en dictature, je rentre pas dans la caricature, on ne vit pas en dictature, il y a des choses qu'on peut améliorer, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont
très mal foutu, mais personne n'est parfait, mais je pense qu'on tend vers du mauvais. Ce film-là peut avoir une capacité à générer le débat public, comme l'avait fait Indigène, par exemple. Tu vois, il y a des films qui ont cette capacité. Indigène, en plus des films français. Le débat public qu'il y avait eu avec Indigène avait été intéressant, même si un peu Il tard. a une indemnisation. Voilà, une indemnisation des tirailleurs sénégalais et des D'ailleurs, il y a un indigènes. nouveau film avec Omar Sy qui va sortir sur les tirailleurs. Oui, qui va s'appeler Tirailleurs, je crois. Ouais, on verra ce que ça donne. Mais ce qui était intéressant, où d'ailleurs il y avait un beau casting, Samina Seri, Jamel Debbouze, oui. Roche Dizem, tout ça. Le film était vraiment cool et je l'avais vu en cours avec Je l'école. l'ai jamais vu, moi. Il est vraiment bon. Et ça, bon, même si c'était trop tard quand même par rapport au gouvernement, ça l'a été quand même. On dit mieux tard que jamais. Bah oui. Mais ils ont eu une indemnisation, donc c'est un peu faux cul de dire bon, bah c'est un film qui nous a réveillés. Normalement, c'est pas leur rôle, mais bon, tant mieux. Mais c'est ça qui est bien avec la culture. Athéna, je suis en mode, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire le film? Parce que est-ce que c'est pour parler aux jeunes de cité pour se révolter? Mais quand tu regardes la fin du film, tu dis bah non, parce que au final, le message du film, c'est te révolter, c'est pas très bien non plus, tu vois. Est-ce que c'est pour dire que les policiers sont méchants, mais t'as un point de vue de policier à côté où tu te dis, mais en fait, les policiers ils ont pas totalement tort. En fait, le film il essaye d'avoir le cul entre deux chaises. Mais comme Les Misérables. Il y arrive pas très bien. Et tu te dis, mais à la fin du film, tu dis, ouais, à part ton côté esthétique, qu'est-ce que t'as voulu raconter, en fait, mais dans ton film? Je te dis, c'est comme Les Misérables, c'est-à-dire qu'ils aiment bien le court-métrage, mais c'est comme, tu vois, là, l'image que tu as mis, elle est hyper intéressante, où ils ont le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pour moi, dès lors qu'on veut rappeler que ces jeunes sont français visuellement au cinéma, alors, je vais pas critiquer les réals, parce que moi, j'ai grandi petit dans une cité, et j'en suis parti très tôt. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le temps, moi l'image que j'ai de la cité, j'étais à Noisy-le-Sec dans le 93, 9-3, ça se trouve, une carrière de rap m'attendait. Ah putain, t'imagines? Attends, tu sais que j'ai jamais pensé, mais imagine, je t'aurais jamais rencontré. Mes parents seraient restés à Noisy-le-Sec. J'aurais grandi dans le... Parce que moi, la cité, l'image que j'en ai dans les années 90, alors mon père me dit que c'était horrible. Mais moi, quand on prenait l'ascenseur... ton père, il le dit parce qu'en fait, je pense qu'il a connu une version de la cité qui n'était pas quand il est parti. Il disait que ça se détériorait vénère. Oui, bah oui. Quand il est venu. Mais moi quand j'habitais. Toi aussi, tu viens de la Tesse? C'était pas une cité en fait quand je vivais. Ça l'est devenu, mais ça l'était pas. Et en fait, mais mon daron, c'était pareil. Plus ça allait, plus ça se détériorait. Tu vois, et c'est là où ils se sont dit bah non, ça peut pas continuer. Mais oui. T'imagines, on serait mais en fait, moi je suis parti au moment où en fait c'est devenu une cité. Et maintenant, multiverse. Peut-être, en tous les cas, il y a toujours cette volonté esthétique dans le film de mettre le drapeau bleu, blanc, rouge. Dans Les Misérables, il le fait, je trouve, intelligemment parce qu'il le fait pendant la Coupe du Monde. Oui. Et du coup, c'est vrai que c'est des moments où c'est là où tu vois que la différence entre Romain Gavras et Ladjili, où Ladjili, en fait, il met son récit par rapport à sa réalisation. Alors que pour moi, Romain Gavras, non. C'est vraiment la technique. Alors que Ladjili, lui, il a réfléchi à son récit. Ouais. Par rapport à sa réalisation. Ladjili, il a réfléchi à son récit et... dommage pour plein de trucs, parce que ça, si en fait on n'aborde pas, même que ce soit au niveau des éducateurs, que ce soit au niveau de l'école, au niveau de la justice, même au niveau de la police, si on ne met pas les moyens, même au niveau des structures sociales dans ces endroits-là, les structures d'accompagnement, si on ne met pas les moyens et si on n'accompagne pas et qu'on n'aide pas, c'est en train de se détériorer à tel point que le jour où il y aura ce fameux point de rupture, j'ai bien peur que ce film-là fasse pas le figure par rapport à la réalité, parce que le jour, si jamais on connaît un reflux de la vague de 2005, ça va être dramatique pour tout le monde. Tout le monde va perdre, sauf les gagnants à la fin de ce film. C'est vrai. Qui, eux, vont faire... Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que... moi, je pense pas. Non, parce que Netflix, c'est vraiment... On le voit avec pas mal d'autres films où ils mettent pas de bris, donc je pense que c'est vraiment... et c'est là, peut-être, le problème. Que les réalisateurs du film... c'est vraiment leur regard et ils n'ont pas été restreints. Je pense que c'est là le problème. Ils auraient peut-être dû être restreints et ça aurait peut-être donné quelque chose d'un peu mieux. Oui, non, mais honnêtement, franchement, c'est du gâchis. Clairement. C'est vraiment du gâchis. C'est exactement ce que j'ai pensé, parce que moi, la première... Enfin, je l'ai vu qu'une fois, parce que je voulais le revoir avec toi, on n'a pas eu le temps, mais... Me réinflige pas ça. Non, bah non. Mais la première visualisation, j'ai fait putain, c'est incroyable. Mais tu vois, dès que j'ai commencé, avec ma copine, on a éteint le film. C'est fou. J'étais là devant le film. J'étais mais là, j'étais par rapport à la réalisation. Oui. Incroyable ce que je voyais et tout. Bon, après le moment justement où il y a le switch du grand frère et puis bah, le personnage qui est à la fin, j'ai fait j'étais là. Et après à la fin, le film c'est fini. J'ai fait à manger.
Tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir et je lui sortais. Et après, tout ce que je lui sortais, et elle me le disait aussi, c'était que des trucs négatifs. Je me disais, ouais, mais attends, oui, mais. Et puis là, c'est là où à ce moment-là, je fais ah putain, et en fait, non, c'est de la poudre aux yeux, tu vois. De la poudre de perlimpinpin, comme dirait quelqu'un. Quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Hein. D'ailleurs, on l'a invité sur la BDR, on a écrit à l'Elysée, il ne nous a jamais. Ils n'ont même pas répondu, genre non merci, tu vois. Même pas un truc préécrit, quoi. J'ai rien. Vous avez pas d'éducation ou quoi? J'ai eu un message comme quoi on allait traiter notre information. Oui, j'étais là quand on l'a reçu. Et depuis, donc, message à l'Elysée, honte sur vous, quoi. C'est-à-dire, on fait une demande. Bah, dis-nous, voilà, je sais pas, dites-nous les choses. Dites-nous oui, non, peut-être, je sais pas. Quelle note je lui mets? Bah, écoute, tu sais que ça me fait du mal, j'ai pas envie de lui mettre 1, mais j'ai mis 1 à Amsterdam. Et pour moi, Amsterdam est mieux que ça. Ah bah, clairement, oui. Donc, ça voudrait dire que je devrais lui mettre, donc, soit je mets 3 à Amsterdam et c'est mort. Ah, parce que tu voulais lui mettre 2? Ce film, uniquement pour la réal et les équipes qui ont bossé dessus. Non, t'as raison, je vais lui mettre 1. Uniquement pour la réal et les équipes qui ont bossé dessus. En fait, je lui mets 1. Bon, après, ça reste du film français qui n'est pas une comédie avec Christian Clavier, tu vois. Ça est plutôt bien produit, même si là, on met le scénario à part. Ouais, et en fait, le problème avec les productions françaises, il faut toujours... il y a toujours un truc où ça déconne. Là, la réalisation, elle est ouf, mais ça déconne côté scénario. Ou des fois, côté scénario, c'est bien, mais ça déconne côté réalisation. Et là, bah, c'est ça le problème. Et c'est ça qui m'énerve avec le cinéma français, parce qu'on a du potentiel. On a de quoi faire. Alexandre Aja est parti aux États-Unis à cause de ça, malheureusement, mais putain, on a du potentiel et c'est mal exploité ou c'est pas exploité à 100%. Ah, tu prends 2, Romain Gavras. Moi, je pense que je vais lui mettre un 2, mais c'est vraiment un petit 2 parce qu'en fait, bah, le film ne va pas rester, tout simplement, à part la polémique qu'il a fait quand il est sorti, hein, et puis la haine que ça a engendré sur les réseaux. Alors, je suis pas d'accord qu'on dise que c'est une merde sans nom. Chacun ses pensées. C'est pas non plus. Parce qu'en fait, Netflix a publié le fait qu'ils avaient mis le making of sur la plateforme, qui je vais regarder parce que ça peut être intéressant par rapport à la réalisation. Je pense que c'est la seule chose qui peut être intéressante sur le film. Mais sous les commentaires, j'ai regardé que les gens disaient une grosse merde, c'est nul, à chier, pire film du monde. Je suis pas d'accord, mais c'est vrai que bah quand il réfléchit et que, comme Damien a dit, tu reposes tes yeux et tu commences à faire fonctionner ton cerveau, bah tu vois qu'il y a beaucoup de lacunes, quoi. Donc c'est un petit 2 pour moi, et encore, non, tu sais quoi, ça va être un 1 pour moi, ouais. Il y a Castagnol qui propose une note technique et une note artistique. Non, attends. Calme. Genre d'enlever les virgules si c'est pour mettre ça. C'est pas que c'est difficile, mais trouver le bon équilibre qui fait que des policiers peuvent le regarder et se dire ah, en fait c'est ça la grande réussite. Tu fais un film qui peut faire réfléchir les policiers, et qui peut faire, même s'il y en a... Jean-Bac Nord? Non, je déconne. Ah non, mais on l'a pas débriefé celui-là. Non, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est une catastrophe. C'est pas grave. C'est Jiménez, Jean Dujardin, le louche. Non, c'est Novembre, Jean Dujardin. Après, Novembre, on l'a pas vu, on peut pas juger. Non, mais bon. Ça, c'est typique le polar le polar noir français, que c'est pas la peine. C'est bon, on a compris. Il y a des films, je pense que c'est facile d'avoir des subventions au niveau du CNC et des institutions culturelles françaises, dès lors que tu défends une certaine idée... Voilà, certains idéaux dans tes films, avec tous les bons sentiments que tu as derrière, sans pouvoir mettre de critiques là-dedans. Elle est bien belle cette époque aseptisée. Hein. Franchement, nous prenez pas pour des jambons. Et Dieu sait que j'en mange pas. C'est bien toi avec tes trucs végans. Mais bon, il me tente depuis tout à l'heure. Il y a des bonbons que je peux manger parce qu'ils sont vegan. Ils sont végans. Mais je ne peux pas. Savoir oui que les dragibus de Haribo sont véganes. Ils sont véganes, et d'ailleurs ça c'est du Haribo aussi. Je sais pas si c'est tous des Haribo, mais je sais qu'ils sont vegan. Là, de toute façon, le coca, quand tu l'as mangé, tu vas sentir que c'est pas le coca d'habitude. D'accord. En tous les cas, on vous remercie d'avoir regardé la BDR TV, le Gonzer Raven Show, c'est terminé. Merci à Anaël, merci à vous tous et à vous toutes qui étaient présents sur le stream, qui étaient présents sur le live. Nous espérons que nous avons été, voilà, qu'on a pu vous proposer. Ouais, c'est vrai que là, c'était un gros truc parce qu'on, ça faisait un petit moment qu'on condensé tout ce qu'on a vu. Là, et encore, non, il y en a plein qu'on n'a pas pris. Hein. Voilà, c'est un petit moment qu'on n'a pas fait de GRS. On avait plein de films. Là, je crois qu'il nous en reste encore 3 ou 4 encore. Et il y a des films qu'on doit voir parce qu'il y a un Liam Neeson qui est. On peut caser des GRS sauvages. Merci Raven pour le setup et pour avoir participé à cette émission. Merci d'être là avec moi pour échanger. Ça me fait plaisir. On espère que vous avez kiffé, que vous avez maintenant des films à regarder. En attendant, vous n'oublierez pas qu'il est important de casser des réalités. À très bientôt sur la BDR TV.